futurs comme nous, où on peut perdre plus que ce qu'il y a sur le compte. J'ai démarré l'enregistrement. Ouais, moi aussi. Comme ça, s'il y en a qui sont pas là, qui ont un problème, un souci, ils pourront... Qu'est-ce que j'ai fait là, moi? C'est pas ça. Donc, alors, on parle du trading sur futur, Thierry et moi. On ne traite pas sur les CFD, on ne traite pas le Forex, mais bon, toutes les stratégies dont on parle et celles dont on parle aujourd'hui sont applicables sur CFD ou sur Forex. Hein, c'est pas une question de. Mais bon, nous on est plutôt sur les futurs. Mais on n'a rien contre le reste, hein, bien entendu. Je trouve qu'il y a des inconvénients et il y a des défauts et des qualités à tout, y compris au futur au CFD. Allez, on va commencer. Hein. Il est 11h03. C'est parti, mon kiki. Donc, bonjour. On va parler aujourd'hui des Open. Alors, nous sommes deux là, hein, vous nous connaissez, il y a moi, Bronson, Charles sur ma chaîne YouTube, Jean-Marc Soulieu et Thierry Le Gaufre, qui possède, qui gère le site tradingmarketprofile.com plus le forum. Et donc on a tous les deux une approche du trading si similaire, dont on fait d'ailleurs une formation. Et aujourd'hui, on va vous parler un petit peu plus en particulier des Open. Alors, on parlera chacun à notre tour. Il y a surtout moi qui vais parler. Après, je passerai la parole à Thierry. Enfin bon, peu importe. Donc voilà le petit disclaimer. Hein, faites gaffe, le trading c'est dangereux. Alors, avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, je voudrais faire un petit rappel indispensable. Personne ne se plaint de rien entendre, au fait, là, c'est bon? Vous entendez tous bien, c'est bon? Je vérifie maintenant, parce que... Oui, c'est bon. Ouais. Ouais. Ouais, et puis si vous avez des questions, notez-les. Excusez-moi, j'ai oublié de vous le dire, hein, parce que je vais parler et à la fin on fera les questions-réponses. Sauf s'il y a une question extrêmement importante et pertinente au moment où je dis quelque chose à propos de ce quelque chose. Là, Thierry me le dira et puis. Pas de souci. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai fait ce petit camembert là pour rappeler une chose essentielle. Je pense que vous le savez. Hein. Il y a deux axes, j'ai simplifié vraiment, hein. Il y a deux axes autour desquels s'articule le trading en général. Il y a le côté pratique que j'ai mis là, qui est en jaune, qui représente à peu près 20-25% en importance. Hein. Là, c'est la même chose pour tout le monde. Hein. C'est les outils qu'on va utiliser. Alors, chacun utilise les outils qu'il veut. Hein. C'est la réflexion, la construction autour d'un trade, la gestion du trade, la gestion de vos risques, votre broker, les marges, les commissions, la technologie, le matériel. Enfin, tout ce qui est le côté pratique. Il y a le capital aussi. On n'est pas tous égaux face à tout ça. Mais on peut l'être et c'est pas quelque chose, c'est quelque chose sur lequel on peut facilement travailler. Il y a rien de compliqué là-dedans. Par contre, la chose la plus compliquée en trading, c'est tout le reste du camembert, là, les trois quarts, c'est le côté humain. Et ce côté humain, cette psychologie, votre personnalité, vos forces et vos faiblesses, ils vont ressortir et ils vont même, je dirais, être accru exponentiellement quasiment dans le trading. Le trading a cette capacité de faire ressortir vos faiblesses et vos forces aussi. Hein. Et si vous n'avez pas une capacité à vous remettre en question et que vous avez un profil plutôt pas fait pour le trading, hein, il y a des profils qui sont vraiment pas faits pour le trading, eh bien ça va influencer directement vos résultats. Et ça, c'est la partie la plus compliquée. La partie la plus simple, c'est de trouver des stratégies, de se trouver des outils, un type de trading dans lequel on se sent bien. Ça, c'est facile. Ça demande du travail, mais au final, c'est pas compliqué. Par contre, la psychologie, ça, c'est quelque chose d'extrêmement plus complexe. Et c'est ce qui fait que la plupart des gens n'arrivent pas à être réguliers.
C'est ça qui fait, à mon avis, et je pense que Thierry, j'en suis sûr même, il est d'accord, et je pense que vous l'êtes aussi. Complètement. On le sait tout ça. Je n'invente rien, on entend parler de ça tout le temps. C'est vraiment la grosse partie, et j'invite tout le monde à faire un travail sur soi, et même une psychothérapie même, hein. Si vous voyez que ça vous influence, si votre trading est influencé par du mauvais côté, par de votre psychologie, il faut faire un travail sur soi. Sinon, vous n'y arriverez jamais. Alors, aujourd'hui, on va plutôt parler du côté pratique du trading. On fera d'autres webinaires dans l'avenir, il y aura plein de sujets intéressants, mais aujourd'hui, on va s'intéresser au côté pratique du trading, d'accord, qu'on peut scinder à peu près en 2 compartiments pour simplifier. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à celui que j'ai entouré en rouge, ici. Alors, je vais prendre je pense qu'on peut, vous voyez ma flèche là, c'est bon? Ouais, Oui, c'est bon. Okay. Donc, on va s'intéresser à ce compartiment-là, là, que j'ai entouré en rouge, qui sont en fait, là, c'est vraiment le côté, c'est vraiment l'aspect pragmatique, l'aspect pratique, technique du trading, c'est les outils qu'on va utiliser et la réflexion que l'on va avoir, toute la mécanique du trade, quoi, en fait. Alors, on a un deuxième compartiment dans le côté pratique du trading, où j'ai mis le money management, le risk management, le capital, le choix du broker, le choix de la plateforme d'exécution, tout ça, les technologies qu'on va utiliser, le matériel, mais ça, on n'en parle pas aujourd'hui. On fera des webinaires où on parlera de choses comme le risque, par exemple, il y a des risques différents, mais plus tard. Aujourd'hui, on parle de ça, la réflexion et les outils qui amènent à prendre un trade. Alors, nous, on utilise, Thierry et moi, et ce qu'on enseigne aux gens, ce qu'on essaye d'enseigner aux gens, c'est à utiliser certains outils en particulier. Le market profile et le volume profile, qui vont nous aider à identifier la direction et la structure du marché. En fait, ça nous aide à faire notre contexte marché, et ça va aussi nous aider à identifier des zones et des niveaux de référence pour le marché, qui vont être des zones et des niveaux défendus, où on va pouvoir surveiller et prendre ou pas prendre un trade, ça dépendra de ce qu'on verra. Ensuite, dans le flow, le deuxième outil important, la deuxième famille d'outils importants, l'order flow. Alors dedans, il y a le carnet d'ordre, le tape, le footprint, bookmap ou d'autres outils comme Jigsaw, peu importe, mais en tous les cas, tout ce qui aide à surveiller les volumes. Alors, cette deuxième famille d'outils nous aide aussi à identifier dans quel contexte on est, mais il nous aide aussi surtout à localiser nos prises de trade. Hein, il y a des choses qui sont très importantes, le price action, la vitesse des volumes, la quantité, tout ça, on va le voir dans ce type d'outils. C'est une deuxième famille d'outils très importante. Et il y a une troisième famille d'outils moins utilisés, qui sont les market internals, qui servent à faire le contexte et qui servent aussi pour certains à aider à localiser l'entrée du trade. On va moins en parler aujourd'hui de ça. C'est beaucoup plus spécifique, mais en tous les cas, c'est aussi des outils qu'on utilise et qui sont pertinents. Donc ces 3 familles d'outils, voilà, c'est avec ça que nous, on pratique notre trading au quotidien, tous les deux, Thierry et moi. Et les personnes avec qui on trade, des personnes qu'on n'a pas forcément formées, des gens qui tradent avec nous, ou des gens qu'on a formés et qui tradent aussi avec nous, ou qu'on invite à trader avec nous tous les jours. Alors on va zoomer maintenant, maintenant que je vous ai dit de quoi on allait un peu plus parler, on va zoomer encore un tout petit peu plus pour s'intéresser à quelque chose vraiment en particulier, l'open. Si je vais trop vite, il faut m'arrêter tout ça, je pense que ça va pour l'instant. Hein. Non, bon c'est bien comme ça. Pas de souci, hein, je pense. Donc, qu'est-ce que l'open en fait? Alors tel que nous on l'envisage, Thierry et moi, l'open, ça se déroule, c'est les 60 à 90 premières minutes de cotation de la session cash d'un actif. Mais attention, j'insiste bien sur ça, de la session cash. C'est-à-dire par exemple sur les indices, c'est le moment où les actions commencent à coter, une session cash.
pas le moment où le futur commence à coter, le moment où les actions, où l'indice réel commence à coter. Hein. C'est vraiment pour, il faut toujours faire l'open de la session cash. C'est un setup qui est applicable sur tous les marchés, indices, matières premières, taux, monnaie. Et avec l'essor de l'électronique ces dernières années, on a maintenant comme une session dite Globex, donc il y a des cotations 24 heures sur 24 pour certains actifs. Mais cette dernière, là, cette session Globex, pour la plupart des actifs, elle représente qu'une partie infime des volumes totaux sur 24 heures. Si vous regardez, vous irez regarder, par exemple sur le SP, la session Globex de minuit à 15h30, heure de Paris, c'est 10%, c'est 10 à 15% au maximum de tous les volumes. Et tout le reste, c'est pendant la session cash de 15h30 à 22h. Donc, la majorité des volumes session cash, ok. Et en plus de ça, devinez à l'intérieur de cette session cash quand se fait la majorité des volumes, et ben c'est au moment de l'open. Donc, il faut vraiment, c'est important de trader à ce moment-là, de profiter de ce moment-là, des 60 à 90 premières minutes, on va dire pour les US entre 15h30 et 17h, et sur le REX entre 9h et 10h30, ça peut aller jusqu'à 11h, mais bon, l'open vraiment c'est ça, hein, c'est 9h, 10h, 10h30, ou sur les US 15h30, 16h30, 17h en extension. Alors il faut savoir également, alors je vais vous montrer quelque chose d'abord, pour étayer un peu, attendez, je finis cette slide. Alors, il faut savoir également que le range intraday, bien souvent au moment de l'open, on a en termes de range, durant cette première heure et demie, on a la majorité de ce qui va se faire en termes de range dans la journée. Souvent, après cet open, souvent l'actif, il se contente de vivoter dans un coin ou de continuer à ranger à l'intérieur de ce range de l'open. On a souvent, pas toujours, hein, évidemment, pas tous les jours, mais il y a souvent, on observe souvent que après ces 2 premières heures, cette heure et demie de cotation, après, il n'y a pas d'extension de range forcément, hein, sauf si on est dans une journée très directionnelle, bien sûr. Donc là aussi, ça c'est intéressant, parce que c'est à ce moment-là qu'on va essayer de profiter de ce range important. Alors, je voudrais vous montrer quelque chose avant de continuer pour étayer mes propos. Regardez par exemple, je vais vous montrer un graphique du SP. Est-ce que vous le voyez bien mon graphique là? Nickel. Ok. Impeccable. Alors, c'est un graphique du SP500 avec la session cash. Vous voyez, là j'ai marqué en bas, je vais prendre un feutre. Pourquoi tu veux pas marcher, feutre? Bon, vous voyez ma flèche? Ouais, on le voit, on voit. Alors, en bas, j'ai dissocié donc session cash, session Globex. Là, par exemple, c'était hier, vendredi, tout ça. Là, c'est la session overnight, d'accord? Et là, en vert, ici, c'est la session cash. En bas, j'ai marqué open cash et session overnight. Regardez, par exemple, hier, en overnight, on a eu, c'est marqué ici, volume 127 627. Alors qu'en session Globex, on a eu 1 55 282. Vous vous rendez compte? C'est un rapport de 1 à 10. Et on peut prendre la veille, par exemple, aussi, hein, c'est pareil, c'est tout le temps comme ça à peu près. En overnight, le 12, on a fait 156 255 volumes. Et durant la session cash, 1 589 564. C'est à peu près ça, hein, le rapport sur le SP, 100, 150 000 en overnight, et en session Globex, 1 million, 1 500 000, 2 millions dans les gros jours. C'est toujours comme ça. Donc vous voyez, la session overnight, par exemple, là sur le SP, c'est à peu près, c'est un rapport de 1 à 10, à peu près. Et quand on va, alors sur le REX, sur l'Eurostoxx, le DAX et sur le Bund, c'est pas tout à fait pareil parce que la session overnight, elle ne dure que moins longtemps. Mais c'est pareil, les volumes sont beaucoup moins importants sur cette session qui est dite Globex que sur la session cash. C'est pareil sur le REX.
je vais vous montrer un autre graphique pour étayer mon propos sur le range. Regardez par exemple, toujours sur le SP, ici, ce que j'ai mis en rouge, c'est la première heure de cotation du SP, de 15h30 à 16h30. Et j'ai mis en extension jusqu'à 17h, c'est ce qui est vert. C'est ce que je vous disais, c'est 70 à 90 premières minutes. Vous voyez. Donc tout ça, le rouge et le vert, c'est la première heure et demie de cotation. Alors regardez par exemple, hier, vendredi, on a fait, durant cette première heure et demie, tout le range de la journée. Après, on s'est contenté de vivoter. La veille, on a fait tout ça. Et après, on s'est contenté de tout retracer. Donc en fait, pendant la première heure et demie, on a eu la majorité du range de la journée. Ici, c'est pareil. On a fait à peu près 50% de ce qui après, c'est de la différence qu'il y a entre le haut et le bas ensuite. Pendant la première heure et demie, on a fait la moitié du range journalier. Et si vous remontez comme ça dans le passé, vous vous rendrez compte, là c'est pareil, regardez ce jour-là, boum, carrément là, même le range de l'open dépasse ce qui s'est passé après. Et c'est comme ça à peu près tout le temps. Et c'est comme ça sur à peu près beaucoup, enfin sur énormément d'actifs. En tous les cas, la plupart des actifs. Regardez maintenant, pendant la première heure, ça c'est le SP toujours, les volumes. Regardez ici hier. Ça c'est la première heure. 462 volumes. 462 000 volumes. Rappelez-vous, il y avait à peu près entre 1 million et 1 500 000. Ça veut dire que durant la première heure, hier, on a fait au moins de 1 tiers à de 25 à 50% des volumes de toute la session cash. Et ça, c'est tout le temps pareil. La veille, c'était pareil. Là, on a fait la première heure, 245 000 volumes. Et après, vous voyez, ça descend tout de suite à 189, 116, 75. Donc, vous voyez que la session cash, énormément de volume, mais en plus, au moment de la session cash, c'est l'open, les 60 à 90 premières minutes qui sont les plus intéressantes parce que dans ces gros volumes de session cash, le moment où on en fait le plus, c'est ces 60 à 90 premières minutes. Et le moment où on a un range important de prix, c'est pendant ces 60 à 90 premières minutes. D'accord? Donc je voulais vraiment appuyer là-dessus. Continuons. Donc, c'est là que j'en viens à pourquoi trader l'open. C'est pas du tout comme le penseraient certains, parce que la volatilité est accrue, ni parce que le price action est plus violent ou plus important en termes de range. C'est parce que c'est le moment où cette volatilité et cette action des prix sont le plus facilement analysables avec l'aide des volumes et le plus facilement quantifiables. Je vais m'expliquer. Ensuite, je rappelle que notre méthode, nous, c'est de trader le price action, l'action des prix, au sein d'un contexte marché qu'on a pré-identifié, nous, avec le market profile, le volume profile et d'autres instruments. Et enfin, c'est au moment de l'open que le marché va chercher souvent à tester des zones ou des points et ainsi voir pour démontrer s'il y a un intérêt ou un désintérêt total de la part des gros intervenants. Parce que je rappelle que les gros intervenants, ce sont les seuls à pouvoir défendre une zone efficacement et à renverser la vapeur plus loin et plus longtemps. Ce sont les seuls. Les spéculateurs, les petits intervenants ne peuvent pas influencer les prix. En tous les cas, ils peuvent, mais pas très loin et pas très longtemps. Je continue. Donc, maintenant que j'ai dit tout ça, il y a une autre chose qui est très importante avant de s'intéresser à un setup en particulier et avant de s'intéresser au setup de l'open en particulier, il faut absolument, et ça c'est vrai en trading en général, hein, il faut toujours, la règle de base simple à connaître, il faut connaître ses concurrents, il faut connaître son voisin, qui est sur le pit et qui est dans le carnet d'ordre en face de vous. Même si vous êtes un petit à prendre un contrat et qu'en face vous avez Goldman Sachs qui va prendre des millions, c'est pas grave. Il faut quand même le connaître, il faut savoir qui c'est et comment il travaille. D'accord? C'est la règle de base. Si vous ne connaissez pas votre ennemi, c'est un peu présomptueux de dire ennemi, Goldman Sachs c'est mon ennemi, moi petit spéculateur lambda, mais c'est ça, c'est comme ça qu'il faut le voir. Hein.
en tous les cas, il est dans le carnet d'ordre avec nous et on doit absolument savoir comment il travaille. Ok? Donc, dans le carnet d'ordre, aux États-Unis, après Thierry vous parlera de l'Europe, on a deux types d'intervenants. Les gros, c'est ceux que j'ai mis là ici. Les gros intervenants, comme Goldman Sachs, hein, des grosses institutions, des grosses banques, il y a JP Morgan, il y a Merrill Lynch, Barclays, ils sont nombreux, hein. Ils sont sur le PIT, parce que le SP est encore un des derniers actifs à avoir un PIT. Il y a des hedge funds, il y a des clients commerciaux, et il y a des gros traders, comme ce monsieur Sarao, là, qu'on a accusé d'un crack il n'y a pas très longtemps, à cause de spoofing ou je sais plus quoi, enfin, il y a eu une histoire, mais c'est un trader qui était indépendant, je crois. Enfin, voilà, en tous les cas, c'était un gros trader, c'était pas une banque, et il y en a. Il y a des gros traders très capitalisés qui peuvent faire bouger les prix. Ces gros poissons, ils ont des douzaines de raisons de se placer sur le contrat futur, sur les contrats futurs en général, ou le contrat futur SP500 en particulier. Mais les trois façons les plus répandues d'utiliser les contrats futurs chez les grosses banques, c'est trois stratégies, les trois ou quatre stratégies qu'ils utilisent, en tous les cas, de la façon la plus commune et quasiment tout le temps, c'est le hedging market risk. Ils vont hedger le risque marché. Je vous expliquerai comment après. Le delta neutral avec des options. Ils font un peu de spéculation. Il y a de la spéculation. Il y a du trading de position. Il y a de la spéculation. Certains desks sont spécialisés dans la spéculation, mais alors ils ont un contrôle du risque. Ils ont augmenté évidemment le contrôle du risque depuis les subprimes et d'autres désagréments qu'ils ont rencontrés ces dernières années avec des traders un petit peu escrocs. Mais il y a des desks spécialisés dans la spéculation, des desks spécialisés dans le high frequency trading. Ça, évidemment, il y en a. Mais je veux dire 80% au moins en tous les cas la moitié de ce qu'ils font, c'est jamais directionnel. Ok? Ils sont pas directionnels. Ils ne font pas de directionnel comme nous. Alors attendez, je cherche ma gomme, j'arrive. Je cherche ma gomme. Gomme, merci. Voilà. Non. Ah si, c'est bon. Voilà. Donc, le hedging market risk, qu'est-ce que c'est? En fait, imaginez un trader d'une grosse banque lambda qui est à la recherche de surperformance par rapport à un indice de référence. On va prendre le SP500. D'accord? Il va vouloir couvrir son risque marché quand il veut pas seulement imaginer qu'il achète Microsoft par exemple, l'action Microsoft. Il veut pas être exposé au risque sur l'action. Donc pour éviter d'être exposé sur le risque de l'action, il va simultanément acheter le SP500 via le contrat futur pour hedger son risque. Vous m'entendez toujours parce que j'ai l'impression que c'est bon? Oui, non, c'est bon, t'inquiète, hein, pas de souci. Je simplifie vraiment parce que je ne veux pas que ça dure des heures. Hein. Le delta neutral, c'est autre chose. Le delta, ça mesure la valeur d'une option par rapport aux variations de son actif sous-jacent. Le prix, par exemple, si le prix d'une action augmente, la valeur des options d'achat sur cette action va augmenter aussi, et vice-versa si elle diminue. Alors un delta, par exemple, de 0,5, ça signifie que pour $1, le cours des actions sous-jacentes augmente. La valeur de l'option, elle va augmenter de 0,5 $, en gros. Donc, cette stratégie, elle sert à couvrir le risque directionnel sur le marché en compensant l'exposition au delta avec le contrat futur. Puisque les options, elles ont à la fois une composante directionnelle et une composante de volatilité, il est possible de se concentrer uniquement sur la composante volatilité et de se protéger complètement contre le directionnel via l'achat ou la vente de contrats futurs. Par exemple, si vous achetez des options d'achat sur action avec un delta de 0,5, vous pouvez alors shorter le SP pour compenser le delta de 0,5 et vous laisser exposer seulement à la volatilité et non plus à la direction. Voilà, ça c'est la deuxième façon qu'ils ont d'utiliser les contrats futurs, ces gros intervenants. Ils utilisent aussi une stratégie qui est à peu près identique quand ils prennent la contrepartie d'une grosse position d'un de leurs clients, parce qu'ils travaillent aussi pour des commerciaux, ils ont des gros clients,
et il se hedge sur la position du client. Je m'explique. Ils peuvent prendre le trade du gros client en étant la contrepartie. OK. Mais ils veulent zéro risque, eux. Donc, pour avoir zéro risque sur ce trade et empocher les commissions, ils vont spéculer sur le contrat futur en hedgeant la position du client. D'accord? Une fois qu'ils ont hedgé cette position, ils sont la contrepartie. Du coup, il n'y a plus du tout de risque, mais par contre, ils empochent la commission du trade. C'est très malin. Voilà. Bon, et puis ensuite, il y a la spéculation sur le contrat futur. Hein, ils en font aussi, ils font de la spéculation et du trading de position. Voilà, donc, ces gros intervenants, voilà ce qu'ils font. En gros, hein, j'ai simplifié, mais c'est ça à peu près. Il faut quand même que vous le sachiez, c'est important, il faut savoir comment ils travaillent. Donc c'est très peu directionnel. Par contre, les petits intervenants, ce qu'on appelle les locaux, sur le PIT par exemple, ou des traders indépendants devant leur ordinateur, parce que maintenant, il faut savoir que le PIT se vide un petit peu, mais ils sont seulement un étage au-dessus ou 2 étages au-dessus dans des bureaux, hein, les gars, hein, c'est pareil, ça ne change rien, ils sont sur les ordinateurs, donc comme nous. Des boîtes de propriétaires trading, qui sont très nombreuses, hein, et elles sont très très nombreuses, hein, il y en a plein, je n'ai pas de noms qui me viennent tout de suite, mais bon, j'avais une liste l'autre jour de 200 noms de boîtes de trading comme ça. Les market makers sur le floor ou à l'heure électronique et les traders individuels, nous, hein, on fait partie de cette catégorie. Les spéculateurs, les petits intervenants, les traders individuels, c'est nous. Entre autres, hein, mais on en fait partie. Et puis des petits hedge funds, algorithmes, HFT, tout ce que vous voulez, ou pas d'ailleurs. Hein. Voilà. Donc, on a ces deux types d'acteurs dans le carnet d'ordre. Devant nous, on est les petits, et il y a les gros en face. Et autour de nous, comme autres petits, il y a des traders indépendants et des boîtes, des prop shops, des trucs comme ça. Ils sont quand même plus capitalisés que nous, mais beaucoup moins que les gros intervenants. Donc, les investisseurs, les gros intervenants, en fait, ce sont les investisseurs long terme. Et les petits intervenants, c'est les court terme. C'est deux styles de trading qui sont complètement différents et ils ont des contraintes et des objectifs au début et à la fin de la journée qui sont complètement différents. Et c'est ça qui va influencer directement les enchères et donc les prix. C'est pour ça qu'il fallait que je vous le dise, que je vous explique qui on avait dans le carnet, parce que de savoir qui on a dans le carnet et comment ils travaillent, ça va directement influencer les prix, directement influencer l'open et donc directement influencer ce que nous on va regarder. Thierry, si tu veux, tu peux parler un petit peu qu'est-ce qu'on a comme type d'intervenant en Europe. Nous, c'est à peu près pareil. Mais... Alors, ouais, c'est à peu près pareil. En fait, c'est vrai qu'eux vont plus investir sur tout ce qui est marché européen, style le Stoxx, le Bund, par exemple. Et eux, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on appelle les real money. Hein, c'est des gros investisseurs. Ces intervenants, donc, ils ne spéculent pas. Il s'agit d'acteurs financiers. Ils ont beaucoup d'actifs à acheter et à vendre dans le marché. Donc, ils ne rentrent pas dans le marché pour quelques points, en fait. Hein. Donc, ils investissent sur du moyen, du long terme. Ils ont des problématiques. Positions, ouais, voilà, c'est ça. Ils ont des problématiques très importantes pour rentrer et sortir, en fait. Ils ont tellement des positions de taille qui sont importantes qu'ils ne peuvent pas rentrer et sortir comme ça. Donc, chaque real money, donc ce qu'on appelle, ils gèrent des centaines, et pour certains, écoutez bien, c'est des milliers de milliards de dollars. Et c'est ce qu'on appelle les asset managers, les fonds de pension, les sociétés d'assurance, hein, ce que Jean-Marc un peu disait aussi tout à l'heure. Donc, il y en a quelques-uns. Je vais vous donner des exemples, en tout cas qu'il y avait, il y a quelques, ça a peut-être changé depuis, hein, mais il y a 2-3 ans, c'était encore les 5 plus gros asset managers ou les fonds de pension, et c'est les chiffres que je vais donner, donc c'est total dans le monde en milliards sous gestion. Okay, donc il y a en premier, vous avez BlackRock INC qui gère donc 3791 milliers de milliards. Okay, vous avez Vanguard Group INC, c'est 2215. Vous avez State Street, Global Advisor, c'est 2086, un petit peu moins. Et vous avez les deux derniers, vous avez Fidelity Investment, c'est 1888 milliers de milliards, quand même. Et Pimco à 1624. Voilà, ça c'est pour les 5. Ouais, il est connu, c'est pour les 5 plus gros en fait. Voilà. T'imagines nous avec nos 4 petits contrats. Ah ouais, non mais voilà. Bah, c'est pour ça, c'est pour ça qu'ils peuvent pas rentrer et sortir comme ils veulent, hein, c'est pas possible. Non, ils ont des problématiques d'exécution. Exactement. Donc voilà, c'est donc c'est un peu pour les. Voilà, c'est ceux qui vont investir, on va dire le plus. Alors c'est pas pour ça qu'ils investissent pas sur les marchés US, attention, hein, mais eux vont intervenir beaucoup plus sur le marché du Stoxx, et donc essentiellement le Stoxx d'ailleurs.
Voilà. Et on se retrouve en face de ça, tout à fait. On se trouve en face de ces mecs-là. D'accord, super. Ça fait pas du tout, c'est pas du tout impressionnant. Non, non, pas vraiment. Ouais, pas du tout. Voilà, donc, Attends, tiens, j'ai trouvé un... juste, Ouais, je relais une question que j'ai trouvée intéressante. Tu vas pouvoir répondre d'ailleurs, de Maxime qui pose la question, c'est pour ça que j'ai pas répondu à l'écrit. Est-ce que vous croyez que les gros qui font du delta neutral, hein, comme tu viens d'expliquer, donc vont respecter les niveaux tels que les values REA eh euh, ben justement, je vais y venir. ben voilà. Donc bah, tu vas avoir la C'est une réponse à ta très question. très bonne question. C'est Maxime, c'est ça? Ouais, il parle de zone de Eh valeur, ben, donc de la Maxime, veille, quoi, surtout. Ouais. eh ben, ouais, bah écoute, Maxime, ou de la veille, pas forcément de la veille, Non, 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 dans mais tous les ouais. cas, c'est une très bonne question. Voilà, c'est pour ça que je n'ai pas répondu et je voulais la poser. Parce que justement, tout, tout est basé là-dessus, en fait. En gros, hein, oui, et je vais y venir. Je réponds pas maintenant parce que justement, j'y viens après. Donc, je simplifie. J'ai trouvé un schéma. C'est pas le mien. Hein, je vous préviens tout de suite. Je remercie le mec qui a fait un webinaire. Hein, c'est un Américain. Je lui ai piqué ça parce que je trouvais que ça résumait bien le truc. C'est pas moi. C'est pas moi qui l'ai fait. Je crois que c'est Greg Weissman, je sais pas quoi, qui l'a fait. Merci Greg Weissman. Et je le dis bien haut et fort, hein, ce n'est pas moi qui ai fait ce schéma. Ok, c'est clair. Je l'ai repris et j'espère qu'il ne m'en voudra pas si jamais il tombe là-dessus. Parce que ça résume très bien ce qui se passe sur le SP en tous les cas. Vous avez d'un côté les gros intervenants, là à gauche, ici, avec les gros. Alors là, il y a le gros bonhomme, là, c'est les grosses banques, Goldman Sachs, Merrill Lynch, tout ça, d'accord, avec les clients commerciaux, les producteurs de pétrole, par exemple, les mines d'or, ou peu importe, les gros fonds de pension, tout ça. Ici, il y a les brokers. Entre les deux, on a ce qu'on appelle les clercs. Les clercs, c'est un job sur le PIT, hein, c'est juste un assistant du broker qui fait le relais entre les brokers et les grosses banques. Tout simplement, hein, c'est un relais, c'est tout. Mais c'est un job qui est très intéressant. Et de l'autre côté, il y a nous, les petits intervenants et les locaux et les boîtes de propriétaires, les firmes, quoi, les grosses boîtes de trading, certains hedge funds, tout ça, les traders indépendants, toute la deuxième famille que je vous ai présentée sur le slide précédent, d'accord? Et ces deux familles vont interagir entre elles toute la journée. Ok? Nous, on est plutôt là. Alors, je vais expliquer, ça vient. Allez, on passe au slide suivant. Donc, on va simplifier un petit peu l'interaction qui existe entre ces deux familles. Pourquoi c'est pertinent pour trader l'open? Donc, je fais un petit résumé. Les gros intervenants, eux, ils vont faire du positioning trading ou du hedging. Les gros intervenants, il faut comprendre une chose, ils n'ont absolument pas besoin de trader tous les jours pour gagner de l'argent. Ils ont implémenté des stratégies depuis déjà longtemps, sur le long terme, ça leur apporte de l'argent tous les jours. Ils n'ont pas besoin, quand la cloche sonne, ils n'ont pas besoin de trader pour gagner de l'argent. Leur rapport avec le prix, et surtout la direction du prix, il est complètement différent de nous, spéculateurs court terme. Ils interviennent sur des points d'inflexion et des zones clés. Ce sont des points de référence pour le marché, et souvent quand ces points sont en danger, quand ces points sont violentés, ou lorsque ces points représentent un intérêt pour eux ou leurs clients au sein des stratégies qu'ils ont déjà en place, ou à mettre en place pour leurs gros clients, là ils interviennent. Lorsque ces intervenants participent aux enchères, là vous pouvez être sûr que l'action des prix va devenir intéressant, parce que ce sont les seuls qui sont capables de influencer ce prix, sur une longue durée et sur une longue distance. Et à la fermeture, à la closing bell, enfin la closing bell, la fermeture du jour, n'a aucune influence sur eux. Ils peuvent tenir une position, ils sont hedgés, ils sont neutralisés, ils peuvent moyenner, ils s'en foutent de la closing bell. La fermeture, pour eux, ils n'ont pas besoin de clôturer leur position, ils peuvent les tenir sur le long terme. Alors que nous, de l'autre côté, ici à droite, les petits intervenants, que j'ai cités sur le slide précédent, pour la grande majorité, ce sont des acteurs intraday, ils traitent avec les gros en face, d'accord? On fournit un peu de la liquidité, on est la contrepartie, mais pour gagner de l'argent, on doit trader.
tous les jours. Surtout les professionnels qui sont sur le floor et les professionnels qui sont dans les bureaux au-dessus, ils ne se lèvent pas pour rien le matin, ils ne vont pas au bureau, ils ne vont pas sur le pit pour rien. Il faut qu'ils traitent pour gagner de l'argent. Leur inventaire, il est à 0 à l'ouverture et à la fermeture, ils doivent être flat. Sinon, ils n'ont pas gagné d'argent. Ils ne peuvent pas influencer les prix. Ils peuvent l'influencer, mais sur une très courte période et une très courte distance. Et le temps est l'ennemi. Entre l'ouverture et la fermeture, il faut absolument qu'ils trouvent le trade ou la position qui va leur faire gagner de l'argent. Donc un spéculateur, il va être sensible au mouvement directionnel. S'il y a un mouvement directionnel qui part contre sa position, ça va déclencher des short covering ou des longues liquidations. Et sur le pit du SP, on voit souvent les locaux tenter de casser un niveau qu'ils savent essentiel aux yeux des gros en face. Et c'est là que l'interaction commence. Ça va déclencher, est-ce que cette agression va déclencher un intérêt ou un désintérêt de la part des gros. Et c'est là tout l'enjeu dès l'ouverture, dès que la cloche a sonné, dès que les enchères commencent, l'interaction entre ces deux familles d'acteurs de marché débute. Et on va expliquer à peu près le mécanisme. C'est comme un bras de fer, d'accord ? Il faut imaginer, ou alors deux personnes dans un lit, un qui tire la couverture vers lui, ou alors imaginez un bras de fer par exemple, avec les gros en face avec les gros et les petits en face. Pourquoi ce que je viens de tout vous expliquer depuis le début, là, c'est pertinent pour trader l'open. Petit rappel, je me répète parce que c'est important. Nous, on a obligation de trader, sinon on ne gagne pas d'argent. Sinon, autant rester chez soi ou autant ne pas allumer l'ordinateur, ça ne sert à rien. D'accord ? Maxime parlait de fair value, de balance tout à l'heure. Effectivement, les prix, c'est une succession de zones où le prix est accepté, de zones de balance, de range, et d'un balance où on change de fair value assez rapidement et on passe dans une autre zone et on traite dans cette zone. Les prix montent comme ça ou descendent comme ça par palier. Tant qu'on est dans la fair value acceptée la veille ou les jours précédents ou les mois précédents, hein, on va voir tout à l'heure qu'il y a différents types de balances, les institutionnels, leur stratégie qu'ils ont implémentée dans cette fair value fonctionne, donc ils n'ont pas besoin d'intervenir, ils n'ont pas besoin de trader. Par contre, quand on commence à tenter d'étendre le range et de changer de balance et de changer de fair value, là, ces institutionnels, ils sont obligés de réagir. Ils sont obligés de réagir parce que les stratégies qu'ils ont implémentées dans la balance, dans la fair value, ne va plus être efficiente. Il faut donc, si jamais on tente d'étendre le range, soit qu'ils défendent ce range, soit si le range est étendu, qu'ils commencent à se hedger, d'accord, ou à neutraliser leurs risques, et c'est là qu'ils vont rentrer. C'est là que ça va faire que les prix vont bouger plus loin et plus vite. Ok? Donc c'est si un point d'inflexion de la fair value est mis en danger, qu'on va voir les institutionnels rentrer, ou si cette fair value est étendue, qu'on va les voir rentrer. D'accord? J'ai écrit ça là. Sortie des prix de la fair value, obligation pour eux de mettre en place de nouvelles stratégies de hedging, comme vu précédemment. Mise en danger d'un point d'inflexion de la fair value, obligation pour eux de défendre ce point. C'est les deux seuls, en majorité, hein, c'est les deux seules raisons pour lesquelles on verra les institutionnels commencer à s'exciter sur le pit ou dans le carnet d'ordre. Après, il y a d'autres raisons, mais les deux plus importantes, c'est celle-ci. C'est pour ça que c'est très intéressant pour quelqu'un qui va trader l'open. Parce que c'est dès l'open que ça commence, ça. Ce petit slide suivant, merci. Donc voilà, notre travail, il va commencer maintenant. Ok? Donc il y a ces gros là, le requin, et puis nous on est les petits poissons là, et on va essayer de grappiller quelque chose. Alors notre travail, il commence, première chose, qu'est-ce qu'on va faire? On va déterminer le contexte marché. C'est-à-dire, est-ce qu'on est en range, est-ce qu'on est en trend, vous voyez, d'accord? On va poser les 2 ou 3 scénarios probables
qui peuvent se passer dès l'open au cours de la journée par rapport au contexte marché qu'on a identifié. Deuxièmement, on va déterminer s'il y a une activité institutionnelle. Est-ce que les institutionnels sont en train de rentrer sur le marché? Et troisièmement, si les institutionnels sont là, est-ce qu'ils sont du côté buy side ou est-ce qu'ils sont du côté sell side? Est-ce qu'ils achètent? Est-ce qu'ils vendent? Et on va essayer, après avoir identifié ça, de se mettre dans leur sens, préférer le scénario d'une open directionnelle, s'ils se mettent à vraiment acheter directionnel nord, ou se mettre dans le scénario d'un directionnel sud, s'ils se mettent à vendre, ou se mettre dans un scénario de range s'ils défendent des niveaux, et que ça passe pas, et qu'on descend, et qu'une fois qu'on est arrivé en bas, ils défendent encore, ça passe pas, et on remonte. D'accord? C'est les trois choses qu'il faut qu'on fasse avant l'ouverture, et dès que c'est ouvert. Déterminer le contexte, poser les 2 ou 3 scénarios probables, déterminer s'ils sont là, les gros, et s'ils sont là, dans quel sens ils sont, et se mettre dans leur sens, et grappiller des points, et sortir, et c'est terminé, on a fait notre journée, d'accord? Alors, les outils dont on se sert pour ça, pour décrypter, pour comprendre l'interaction qui se déroule sous nos yeux au moment de l'open. Alors, les meilleurs outils, alors je dis pour nous, hein, pour Thierry et moi, hein, c'est bien, les meilleurs outils pour évaluer rapidement devant quel type d'open on se trouve, et là Thierry va pouvoir vous parler un petit peu plus précisément de ça tout à l'heure, c'est le market profile, le volume profile, le footprint, le carnet d'ordre et le tape. Un petit peu aussi les market internals. Franchement, ce sont de très bons outils également. D'accord? Et tous ces outils n'ont qu'un seul but, trader le price action au sein d'un contexte marché préidentifié, évaluer le rapport des forces en présence, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et tenter de se mettre dans le bon sens. On identifie de quel côté est le flow institutionnel, et on essaye. Donc, c'est pas du trading contrarien, on en fait aussi, hein, mais l'open, ça va être du trading contrarien si on se trouve si justement il n'y a pas d'activité institutionnelle et que on reste dans le range et que on balance dans ce range. Là, on va faire du contrarien. Mais si les institutionnels sont là et qu'on étend le range et que les volumes vous prouvent que les institutionnels sont en train d'étendre le range, ça va être là, on va faire du directionnel. Et il faut absolument savoir identifier de quel côté ce flow est en train d'emmener le marché. C'est une grosse partie du boulot du trader à l'open. Alors Thierry, tu veux parler un petit peu plus du market profile, du genre d'open? Je vais expliquer pourquoi on utilise ces outils. Par contre, je veux bien que tu reviennes sur la slide d'avant, s'il te plaît. Ouais. Merci. Comme ça, je suis sûr que je viens d'oublier. Alors, en fait, pourquoi on utilise ces outils? Bon, c'est vrai que la plupart d'entre vous nous connaissent et il y en a même qui sont proches de nous, hein, avec qui on traite tous les jours. Mais pour ceux, donc eux, ça va, ils vont pas apprendre grand-chose, parce qu'ils utilisent aussi ces outils-là comme nous. Mais pour ceux qui ne sont pas avec nous ou qui connaissent pas trop ces outils, je vais vous expliquer en fait pourquoi on utilise ces outils. Bon, je vais grossièrement, hein, je vais pas rentrer dans les détails, bien évidemment. Alors, le market profile, pourquoi surtout au niveau des open. Parce que alors, le market profile, c'est quoi? C'est un outil qui est basé sur le temps. Donc, ça nous permet de voir, en fin de compte, où les prix ont passé le plus de temps et où il y a eu le plus d'échanges. Et pour ça, il y a ce qu'on appelle une zone de valeur où les prix vont passer, on va dire, 70%, en gros, hein, c'est un petit peu moins, mais bon, on va arrondir, 70% du temps, avec une zone de valeur haute, une zone de valeur basse, et ce qu'on appelle un POC, un point of control, c'est le prix où les prix où il y a eu le plus d'échanges dans le temps. Et c'est ça, en fin de compte, de ça qu'on va se servir. Le reste aussi, mais là, je vais dégrossir un petit peu. Et en fin de compte, lors d'une open, quand les prix, donc là, je parle juste de market profile, quand les prix vont partir d'un côté ou de l'autre, ou ne pas partir, hein, juste rentrer en range, quand on va venir tester un de ces niveaux que je viens de parler, de la veille, et bien souvent, vous verrez qu'il y a une réaction et suivant le type d'open qu'on a eu, on va pouvoir jouer ces niveaux beaucoup plus sereinement. Donc ça, c'est en gros pourquoi on utilise le market profile. C'est ce qu'on appelle, hein, vous verrez tout à l'heure, Jean-Marc en parlera mieux, mais les open drive, les open test drive, c'est-à-dire que
Par exemple, on va ouvrir, on va venir tester un niveau, souvent un niveau clé, et on va aller driver de l'autre côté. Ça, c'est souvent, ça se voit très souvent, et ou alors les open drive directement. Et ça, vous le voyez bien avec le market profile, beaucoup mieux que sur n'importe quelle autre représentation graphique. Et vous avez, surtout là ces derniers jours, il y a eu des choses magnifiques là cette fin de semaine. Donc voilà en gros pourquoi on utilise le market profile. Le volume profile, alors lui, il va servir un peu de la même manière. Il y a aussi une zone de valeur dans le volume profile. Mais on a aussi ce qu'on appelle des zones d'acceptation et de réjection des prix. Et c'est ces zones-là qu'on va pouvoir travailler et qui va surtout nous montrer le contexte marché, comme on disait tout à l'heure, parce que quand on l'étudie. Et ça, de savoir les zones avant, hein, évidemment que l'agent ouvre, de savoir les zones qui peuvent être acceptées ou rejetées, et ben, ça fait un gros plus dans nos prises de décision. Donc ça, c'est au niveau du volume profile. Vous avez le footprint. Alors le footprint, c'est un outil extraordinaire. Pourquoi? Parce que vous avez exactement le nombre de contrats traités au bid et à l'ask. Et que vous le calculiez comme nous on fait en volume à balance, donc en diagonale, ou que vous l'utilisiez horizontalement, vous savez que par exemple sur un niveau de prix, combien il y a eu d'ordres à l'achat, combien il y a eu d'ordres à la vente. Ce sont des ordres market, des ordres exécutés. Et ça, c'est une info des plus précieuses. Et ça peut vous donner, après vous pouvez filtrer évidemment, pour avoir que certaines choses qui ressortent, et autant que le tape d'ailleurs, hein, c'est pareil. Et vous avez donc des infos vraiment sur ce qui se passe en temps réel, et c'est ça qu'on a besoin de savoir. Le carnet d'ordre, bien évidemment, on s'en sert pourquoi? Parce que on a besoin d'avoir une représentation de ce qui se passe dans les ordres limites, savoir à quel niveau, combien il y a d'ordres limites, même si c'est pas souvent du vrai, attention, hein. Le carnet d'ordre, on le sert, c'est très très manipulé, mais en tout cas, ça nous donne, voilà, on sait où sont les ordres limites à peu près, et les niveaux éventuellement, et vous avez aussi le volume profile qui est dans le carnet d'ordre, qui peut permettre d'avoir des patterns plutôt sympas. Donc le TEF, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ce sont les ordres donc market hein, qui ont été exécutés. Vous pouvez aussi les filtrer pour n'avoir que les gros ordres qui ressortent, et ça vous donne des infos très précieuses. Vous pouvez même avoir faire des niveaux de support et résistance avec le tape qui sont plutôt très très pertinents. Et Bookmap, alors Bookmap, voilà, pour moi, c'est même si moi je ne l'utilise pas comme tout le monde, enfin, en tout cas pas autant, voilà, que Jean-Marc par exemple ou certains, mais je l'utilise, je l'ai quand même devant les yeux tous les jours parce que graphiquement, visuellement, alors c'est un carnet d'ordre, Bookmap, attention, hein, c'est pas un indicateur ou un outil qui va juste donner un truc en plus. Non, Bookmap à la base c'est un carnet d'ordre. Donc que vous utilisez Bookmap en carnet d'ordre, Jigsaw, le DOM de Sierra, le DOM d'Affinity, peu importe, ça reste un carnet d'ordre, un DOM, qui en plus donne des infos supplémentaires par rapport à d'autres DOM, visuellement avec un heatmap, et qui vont vous donner les niveaux de liquidité visuellement qui ressortent et vous êtes sûr de ne pas les louper. Voilà, donc ça, pour ça, c'est le vrai plus de Bookmap à ce niveau-là. Mais ça reste un carnet d'ordre à la base. Et donc, vous avez aussi les market internals. Alors, Jean-Marc en utilise beaucoup plus que moi. J'ai utilisé un petit peu tout ça bien avant. Maintenant, c'est vrai que j'ai fait un peu le tri moi personnellement. Et moi, alors par contre, je ne me passerai jamais. Ce sont les tics du NIS. Ça, c'est le market internals dans toute sa splendeur qu'il faut utiliser et en abuser même, je dirais, qui fonctionne donc à partir de la session cache US. Voilà, ça ce que j'utilise moi, et le eSyncs que je n'ai plus en ce moment, et qui me manque d'ailleurs beaucoup. Voilà, après le VIX aussi, bien sûr, peut servir, mais en tout cas les market internals donnent vraiment des infos superbes, et quand vous avez souvent des divergences entre les prix et les market internals, eh ben il y a plutôt matière à pouvoir se conforter dans une prise de position ou d'un niveau qu'on va vouloir trader. Voilà un petit peu pour résumer un petit peu pourquoi on se sert de ces outils. Si tu veux rajouter quelque chose, Jean-Marc, je sais pas. Ouais, ils donnent tous des informations sur dans quel contexte et dans quelle structure de marché on est. Le Ouais, c'est market ça, voilà. internal, aussi bien les tics que les volumes, que les signes, que les VIX, ça donne une information sur le contexte marché. Est-ce que on est directionnel fort, pas fort? Est-ce qu'on est en train de ranger? Voilà. Alors, c'est ce que je dis hein, sur ce slide. Tous ces outils n'ont qu'un seul but, c'est ça, c'est trader le price action, mais pas comme ça à l'aveugle, au sein d'un contexte marché.
Donc on va passer à des slides, à des images. J'espère que j'ai été clair, hein, que ça n'a pas été trop vite. Je suis Oui, désolé, mais non, non, c'était très bien, c'était très bien. Non, mais non, mais c'est ça, hein, c'est le rythme qu'il faut adopter parce que c'est un webinaire court qu'on fait aujourd'hui. Donc, alors voilà. Par exemple, à gauche, vous avez un graphique Market Profile où le prix monte. Ok, le prix, on voit sur le Market Profile ce que Thierry vous expliquait. On a ces bulles là, ce sont les zones de valeur que le marché a acceptées au cours de la journée. C'est là où les acteurs se sont mis d'accord sur le prix. Et le petit trait rose, c'est le POC, c'est le centre à peu près, en gros, pour simplifier, c'est le centre de gravité de cette fair value, de cette balance. Et les traits bleus, c'est le haut et le bas de cette balance. D'accord? Vous voyez que là, un trader spécialisé en analyse chartiste classique va parler de trend. Le prix est en train de trender au nord. Un market profiler et un volume profiler, lui, va parler plus de valeur de prix, de balance et de succession de balance et d'imbalance. Vous voyez que là, le market profile, d'un seul coup d'œil, vous montre que les POC sont de plus en plus hauts tous les jours, les zones de valeur sont de plus en plus hauts tous les jours, donc ça trend nord. Alors qu'à droite, c'est complètement différent. On a une petite balance ici en bas, les POC sont à peu près, les zones de valeur sont toutes à peu près dans la même zone, les POC sont tous à peu près dans la même zone, jusqu'au moment où on étend ce range et qu'on retrouve une autre balance. Ok? Donc, le market profile, d'un seul coup d'œil, première chose, il vous montre un petit peu, même il vous montre complètement, dans quel contexte on est avant l'ouverture et dans quel contexte on est depuis plusieurs jours, plusieurs semaines. Et c'est très important de tout de suite savoir, évidemment, puisque comme je le répète, on trade au sein d'un contexte, et on va essayer de trader plutôt directionnel. On fait aussi du contrarian, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Alors, exemple simple d'un début de réflexion au travers de nos yeux, si on était en train de trader, si on était avant l'ouverture et qu'on était en train de trader. Vous voyez, alors je n'ai pas de loupe, excusez-moi, je n'arrive pas à retrouver mon logiciel avec une loupe, mais c'est pas grave. J'ai un petit feutre, voilà. S'il veut bien marcher. Vous voyez ici, c'était vendredi, c'était hier. Hein. On vient d'ouvrir, ok? On vient d'ouvrir. Alors, qu'est-ce que je vois avant cette ouverture? Ici, on accepte des... Oh zut, excusez-moi. Hein. On accepte des zones de prix de plus en plus hautes, les POC sont de plus en plus hauts. On est haussier sur cet actif, c'est le Bund. Hein. On est haussier. À partir de ce moment-là, on a trouvé pendant quelques jours une zone et on est resté dans cette zone et on a étendu cette zone et on est en train de retracer. Les zones de valeur, regardez, sont de plus en plus basses, les POC sont de plus en plus bas. Okay, et là, il y a un point que j'appellerais un point d'inflexion où premier moment où on retrouve un POC plus haut et une zone de valeur ici plus haute. Là, le lendemain et le surlendemain, on est toujours dans cette même bougie mère, j'ai envie de dire, dans ce même profil par an. Et les POC sont au même niveau. Donc il y a une pause. On a d'abord monté, on a retracé, et là, pause. On accepte le bas de ce retracement. Et hop, le lendemain, on commence à ravoir une fair value, une zone de valeur plus haute que les jours précédents et un POC plus haut que les jours précédents. Le surlendemain, pareil. La valeur est un petit peu plus haute, le POC est un petit peu plus haut. Donc, à ce moment-là, avant que ça ouvre, je mets dans... j'ai ce scénario. Nous sommes haussiers, on a retracé, on a atterri sur un point, une zone importante, puisque cette zone a été défendue et que l'on est reparti haussier. Donc, avant l'open, un de mes scénarios privilégiés, ça va être de chercher un point d'achat
pour profiter de ce scénario privilégié haussier que je me suis fait avant l'ouverture. Évidemment, il y a aussi le scénario de on va rester dans cette balance, et il y a aussi le scénario on va retourner tester le point d'inflexion ici. Il y a 3 scénarios en général, c'est à peu près 3 ou 4 scénarios. Et le premier scénario, le plus probable, statistiquement, celui qui est en train de se dérouler, ce que le market profile nous montre depuis quelques jours, c'est chercher un point d'achat parce que ça monte. On est en train de faire des zones de valeur de plus en plus hautes à nouveau. Ok, je pense que c'est assez clair. Scénario privilégié, continuation haussière. C'était hier ça. Hein, donc, on va ouvrir. Alors, avant, je montre aussi un slide avec le volume profile. Vous voyez, c'est ce que disait Thierry tout à l'heure. Dans le volume profile, on a une succession de zones d'acceptation, ces bulles de profil. Quand on change, on passe directement à une autre zone d'acceptation. On voit qu'il y a cette imbalance, ce creux ici, et on passe à une autre zone, cette grosse bulle, et hop, on passe à une autre zone, et c'est ça le marché. Hein. C'est une succession de balance, imbalance, balance, imbalance, balance, imbalance. Et le volume profile, au sein d'une journée, lorsque l'on est directionnel, c'est un volume profile comme ça qu'on doit avoir. Étendu, avec des successions de balance à balance, balance à balance, balance à balance. C'est primordial et ça nous confirme qu'on est bien directionnel. C'est aussi à ça que sert le volume profile. Il donne des niveaux avec ces grosses bulles là et ces creux, mais il donne aussi le contexte de marché dans lequel on est. Comme le market profile, pareil. Alors, je vais revenir après sur l'open du Bund, ne vous inquiétez pas. Prenons un cas concret et décortiquons-le. Alors, souvenez-vous de quand je vous ai parlé du bras de fer. Alors, le centre de gravité, le milieu, hein, quand le combat commence, c'est la fair value, la zone de prix qui met tout le monde d'accord. Et c'est le market profile, comme je viens de le dire, et le volume profile qui vont nous aider à repérer cette fair value. Alors, on parle de macro ou micro-balance, suivant son importance dans le temps, peu importe. Hein. Il est primordial donc de checker ces graphiques tous les jours afin d'avoir une idée précise de la structure des prix et du contexte dans lequel on est. Est-ce qu'on est en balance? Est-ce qu'on est en trend? Est-ce qu'on est en marché ultra directionnel, qu'on appelle flow driven market? A-t-on étendu la balance récemment? Si oui, est-ce qu'on est en train de ranger la balance laissée derrière nous? Ou alors est-ce qu'on est en train de construire une nouvelle balance, une nouvelle zone d'acceptation, une nouvelle fair value? Bref, est-ce que les acteurs de marché se sont enfin remis d'accord sur une nouvelle fair value ou pas? Et surtout, quels sont les niveaux, les points et les seuils clés à surveiller au sein de cette structure et de ce contexte marché qui se dessine devant nous? Et ces points et ces niveaux vont nous être donnés par le market profile, les volume profile et l'order flow. Voici ça c'est le SP500 ces jours-ci. C'est les 30, ça c'est le mois entier en fait. Vous voyez que tout de suite, si je vous demande qu'est-ce qui se passe là avec ce simple graphique, si je cache les bougies et que je laisse seulement le volume profile à gauche, vous allez me dire, on est en quoi? En trend ou en range? Je pense que c'est clair. On range. On est dans cette fair value, cette grosse bulle de volume depuis plus d'un mois même, je crois, hein, je sais plus, bref, avec le centre de gravité, le POC volume qui est le truc rouge là, d'accord, et la zone de valeur basse qui est le trait gris ici, et la zone de valeur haute qui est le trait gris ici, d'accord. On a les plus hauts historiques qui sont à 77, et le trader qui trade le SP ou n'importe quel indice, hein, il doit connaître par cœur le contexte et la structure de son marché. Donc, comme on le traite tous les jours, nous, on sait qu'il y a des points qui sont défendus tous les jours, et je les ai entourés.
je les connais par cœur sur le SP. Au nord, il y a 77 donc, qui a été défendu, 75, 50, 74, un peu plus au milieu, au niveau du centre de gravité, 64 est énormément défendu. En dessous, on a 59, 75, 60. Un peu plus bas, on a 50, 52, 48, 48, 49. Tu vois, tout ça, c'est imprimé dans ma tête. Je respire SP500 tous les jours de la même façon que je respire Bund ou Eurostock ou DAX. Donc, je connais par cœur mon marché, je connais par cœur la structure et le contexte, et je connais tous les points qui sont défendus à l'intérieur de cette zone de valeur du SP500. Vous voyez que ça fait un mois. Alors, quand on était au début, on ne pouvait pas savoir, est-ce que c'est une balance? Maintenant, ça fait un moment qu'on y est, on sait qu'on est dans une belle balance, et tous les points que j'ai entourés en rouge, c'est des points qui sont défendus régulièrement tous les jours. D'accord? On voit par exemple que jeudi, c'est ici, jeudi, vous voyez ma petite flèche, hein, j'espère. Je vais reprendre le stylo. Jeudi, Ouais, c'est bon. ici, on est venu chercher la zone basse, et ça a été défendu pendant 1h30, 2 heures, je crois, avant de remonter et de même retourner, parce que là, il n'y a pas toute la session, au-dessus de l'open, carrément. Les jours d'avant, on a défendu un point ici, je crois que c'est 58, un truc comme ça, une fois, deux fois, trois fois. À chaque fois qu'on revient en bas de cette fair value, ou autour du bas de cette fair value, c'est défendu par les institutionnels. C'est pour ça que c'était très important que je vous explique comment les institutionnels interviennent sur le marché. Là, on est dans une fair value depuis un mois. Ils ont implémenté des stratégies en fonction de cette fair value. Donc, si on sort de cette fair value, ils vont être obligés de changer leur stratégie. Ils vont être obligés de se hedger et compagnie, ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc, à chaque fois qu'on descend en bas ou qu'on monte en haut de cette fair value, ils défendent. On les voit dans le carnet d'ordre, on les voit dans le tape, on les voit dans le flow. Ils sont là, ils arrivent, ils défendent systématiquement. C'est pour ça que c'est très intéressant et très important de faire son contexte et de savoir où ils vont intervenir, quels sont les points de référence où ils interviennent. C'est le travail, la plus grosse partie de notre travail. Le trader donc doit connaître par cœur le contexte et la structure. Donc on fait ce profilage du marché, d'accord, et à chaque fois qu'une extension de range met en danger la balance, on surveille notre carnet, notre tape, et on regarde si les instituts sont en train de rentrer pour défendre ou pas. Et on se met dans leur sens. Le SP en ce moment, c'est ça. Hein. C'est que ça. Franchement, il est facile. Enfin, facile, pas tant que ça, parce que quand on est en réel et en temps réel devant ces écrans, c'est encore une autre histoire. Parce qu'il y a la psychologie qui rentre en compte, ce que je disais au début. Et ça, c'est quelque chose de très important. Moi, il m'est arrivé des misères cette semaine. Bon, j'ai fait une bonne semaine quand même, mais il y a des gens là qui sont ici présents, ils savent très bien que cette semaine a été quand même un petit peu compliquée. C'est pas toujours aussi simple. Un peu, un peu. Alors, par exemple, j'ai pas été chercher loin, hein, je me suis pas cassé la tête, j'ai pris la journée d'hier et d'avant-hier. Comme ça, c'est simple. Voilà le SP500, hier et avant-hier. Alors, c'est typique. Hein. On est donc, je viens de vous l'expliquer, dans une fair value depuis un mois, dans une zone de balance depuis un mois. Jeudi, c'est cette journée ici, d'accord? Là, tout ça. Le 12, hein, vous voyez en bas, le 12 janvier. Attends, Jean-Marc, je te coupe une seconde. Je te coupe une seconde. Il y a David qui dit, parce que comme tu viens de parler de ça, il dit pour l'open in range avant l'initial balance. Question. L'open in range, c'est les 15 premières minutes. L'initial balance, c'est les 60 premières minutes. Voilà. C'est des noms qui sont donnés. Il fallait bien mettre un nom dessus. Hein. Mais c'est ce qu'on est en train de vous expliquer. Hein. En fait, c'est le moment de l'open, hein, les 70 à 90 premières minutes. Dans cette zone, dans ces 90 premières minutes, il y a deux zones qui sont plus importantes que les autres, les 15 premières minutes et les 60 premières minutes. Parce que souvent, c'est à ces moments-là qu'il va se passer des choses intéressantes.
et je vais y venir, mais effectivement, on a mis des noms, il fallait bien mettre des noms là-dessus. Donc l'opening range, c'est les 15 premières minutes, et l'initial balance, c'est les 60 premières minutes. Mais moi, j'ai étendu, enfin nous, on a étendu ça à 90 premières minutes, même des fois 2 heures. Sur le Rex, on est jusqu'à 11 heures. Hein. Oui. Donc, jeudi, ça m'énerve parce que j'ai pas de stylo. Enfin, on a ouvert en gap down, un gap supérieur à 4 points. Donc déjà, quand on a un gap important, c'est déjà un premier indice sur le type d'open qu'on va avoir. Alors souvenez-vous, on a fait notre contexte marché sur le SP, on est dans une balance. Et là, on est à 64. On sait, nous, que 64, quand on ouvre, c'est le milieu de cette balance. Bon, d'accord, très bien. On ouvre avec un gap down. Premier indice, très fort. Quand le gap down est important, quand c'est pas un tout petit gap, quand il est important, et là c'est un gap important, 4 points sur le SP, c'est supérieur à partir de 4 points, c'est quand ça commence à être important. C'est un premier indice sur le fait qu'il va falloir vraiment surveiller l'open. On sait qu'il va y avoir un gap down, en prenant que les sessions cash. Hein. Si tu prends la Globex, évidemment, il n'y a pas de gap. Mais si tu prends que la session cash, on sait qu'il va y avoir un gap important. Donc déjà, on est en alerte. Ça a ouvert, et tout de suite, il n'y a pas eu du tout de retracement vers le haut. Non, 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 non. Tout de suite, les prix se sont mis à drifter sud. Mais direct. Hein. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une open drive. C'est-à-dire une open qui va partir directionnel tout de suite sans aller tester des points plus hauts, sans prendre de respiration, sans... Non, 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 non. On ouvre et on part tout de suite directionnel. C'est une open drive. Il y a de la conviction dans le price action. Il y a une direction ferme qui est prise. Il n'y a aucun overlap. Ce qu'on appelle de l'overlap, c'est en fait des retracements. Hein. Il y a très peu de retracements, très peu d'overlap, et ça montre de la conviction. Et l'order flow montre qu'il y a énormément de volumes qui rentrent à la vente. D'accord. Donc là, on a une open drive baissière. On est en train d'essayer d'étendre le range parce qu'on vient jusqu'en bas tester le bas de la zone de balance. Donc là, il est 15h30, ici, il est 16h30 à peu près. D'accord? On est encore dans l'open. Le premier setup de l'open, c'est de shorter, ici, ce jour-là. Je vais vous montrer Bookmap après. Gap down, open drive, flow vendeur, pas d'overlap, on ne se pose pas de questions. C'est une open drive baissière, on vend. Ok, on scalpe vite fait, on grappille quelques ticks, terminé, basta. Vers 16h30, on est venu chercher le bas de la balance. Et là, on a commencé, je dis on, mais c'est à attaquer, à agresser ce bas de balance pour essayer d'étendre le range. Imaginez-vous, je vous remets le slide précédent, d'accord? On est à ce moment-là, on est là. Ok? Donc, toute cette balance-là qu'on a depuis quelques jours, on est en train d'essayer de l'étendre pour retourner par ici. Et là, si jamais on étend cette petite balance qu'on a là pour retourner par ici, ce qui ne s'est jamais fait jusqu'à présent, hein, ça va commencer à titiller les institutionnels. Parce que là, ils vont commencer à être obligés de réfléchir à quoi faire. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, nos stratégies, elles sont plus viables, il faut qu'on se aide, il faut qu'on fasse du truc. Là, donc, dans un premier temps, on va voir qu'il y a toujours une défense. Toujours une défense. Il faut avoir le tape, il faut avoir un carnet ou Bookmap ou n'importe quoi, ou les volumes en bas. Il y a des outils, hein, le footprint, tous ces trucs-là. Dans Sierra Chart, il y a plein de trucs que vous pouvez utiliser pour voir que font les volumes. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une activité institutionnelle qui est en train de se produire ici? Et effectivement, ils ont bien défendu leur zone de fair value, puisque après cette défense passive, ce point d'inflexion, on est complètement remonté. Et hier, on a étendu le range de jeudi directement dès l'open. On a ouvert, pareil, on n'est même pas venu tester un point en bas, et on a dépassé les plus hauts de jeudi tout de suite.
on a fait un petit gap up, mais il n'était pas énorme. Hein. Mais ce qui a été primordial hier, c'est que tout de suite, on a dépassé les hauts de la veille et tout de suite, on a donc ouvert en dehors de la valeur de la veille et tout de suite, on l'a étendu. Donc, on était également en phase d'une open drive. Les volumes le prouvaient. C'est sur les slides suivants, ne vous inquiétez pas. Mais par contre, quand on est revenu ici, qui est le haut de la fair value, intermédiaire en tous les cas, ah oui, mais je ne l'ai pas ce jour-là. Bon, alors on est là à peu près. Vendredi, c'est ici, d'accord? Et on est en haut de la fair value. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Immanquablement, il y a eu une défense institutionnelle. Il n'y a pas eu moyen de passer pendant des heures et des heures et des heures. Ça a été défendu. Après, je ne sais pas ce qu'a fait le reste de la journée. Je pense que c'est redescendu un peu. Mais en tous les cas, c'était pas possible de passer. Il n'y avait pas moyen de passer. Donc, il y a eu cette open drive. Et ensuite, cette défense quand on est arrivé sur ce point d'inflexion. C'est pour ça qu'il faut toujours, en pré-marché, refaire son contexte, marché, regarder la structure, balance, imbalance, et remettre ces niveaux, ces points d'inflexion, ces points de référence à jour. Toujours. Parce que c'est ces niveaux qu'on va surveiller. Alors, sous le prisme du market profile et du volume profile, la journée de jeudi, la session cash de jeudi, c'est celle-ci. D'accord? Ça, c'est la session overnight. Et là, à 15h30, la session cash a commencé. Vous voyez que la session overnight, on est à 64. Comme par hasard, 64, comme je disais tout à l'heure, c'est le centre de gravité un petit peu ces temps-ci. La veille, c'est le POC de la session cash de la veille, c'est le POC de la session overnight du jour. On ouvre et tout de suite, il y a un tout petit H-print là sur 2 niveaux qui vient tester le POC de l'overnight. Et puis, direct, réjection, et on a cet open drive. D'accord? Et là, le market profile, en temps réel, c'est pareil. Il s'utilise pas seulement pour faire son contexte pré-marché, il s'utilise aussi en temps réel, comme ça, en développé. On appelle ça le draw developing, parce que quand on a des single print comme ça, HHH, bon là, normalement, c'est parce que c'est la session cash avec la session overnight, sinon ça devrait commencer par A. Bon là, ça commence par H. On a H. Après, on passe sur le I. Que des single print. Ça montre la forte conviction et la forte direction des prix. Et là, quand on arrive sur le point d'inflexion, le point de marché en bas, en étant le range, si on passe en bas, on voit qu'on a une queue d'achat, une réjection, une responsive buying, on appelle ça. Les acteurs de marché beaucoup plus capitalisés défendent. Je peux vous dire que ça a duré une bonne heure et demie, voire 2 heures, même peut-être plus. Je peux vous dire qu'ils se sont pris énormément de ventes dans la tronche, mais que ça n'a pas été possible de casser. Ils ont défendu ça, et c'est que les institutionnels qui peuvent faire ça. Personne d'autre ne peut défendre un niveau comme ils le font à ce moment-là. Et on voit cette queue, ça prouve que les institutionnels, que les acteurs plus long terme ont défendu le bas de la fair value et on renverse la vapeur. Et quand on a un market profile draw developing comme ça, on peut voir des petites queues cachées. Sur ce profil-là, on n'en voit pas, on en voit une ici. Mais souvent, on voit des petites queues cachées, comme la queue qu'il y a tout en bas ici. On en voit tout le long. Ça montre cette conviction à renverser la vapeur. Vendredi, c'était là. C'était hier. On a notre session overnight ici. Pareil, on ouvre et tout de suite, on a étendu le range de la session overnight. On a cassé le haut de la session cash de la veille et on a drivé et on a été mettre en danger le haut de la fair value. Et quand on a été en haut, il n'y a pas eu moyen de passer non plus. Donc ils ont défendu le bas jeudi et ils ont défendu le haut vendredi. Donc nous, on a tradé l'open jeudi, on a tradé l'open vendredi. Jeudi, c'était un short qu'il fallait prendre au départ. Ensuite, ici, il fallait rentrer avec les gros, prendre un long. Et vendredi, il fallait prendre un long dès le départ
et ensuite shorter lorsqu'on avait bien identifié que c'était pas possible de passer. Je simplifie, mais c'est ça, hein. Les gens qui sont dans la room avec nous savent très bien que c'est ce qu'on a fait là. Et ils savent très bien aussi que moi, il m'est arrivé une misère ici, à cet endroit-là. J'ai chopé, je crois qu'on a été jusqu'à 48,75, je sais plus. J'ai chopé un genre 49 ou 49,50 à l'achat. Et j'ai été stoppé. Et après, ils sont partis au nord. Bon, c'est toute une histoire, hein. Il faut dire que moi, j'avais identifié, c'est ce que je vous ai montré sur une diapositive avant, il y a différents niveaux de référence. Ici, ce slide-là, d'accord? On connaît Donc moi, j'avais 2 ou 3 niveaux où je voulais me présenter acheteur si les institutionnels étaient là. Et à chaque fois qu'on arrivait, alors peut-être que c'est sur un slide ensuite, je sais pas. Non, je pense pas. À chaque fois qu'on arrivait sur ces niveaux de référence, il y avait du volume. Donc j'ai acheté. Le problème, c'est que ça cassait à chaque fois. Et que je m'en sortais toujours, soit à 0, soit à -2, -3, parce que je coupe tout de suite, moi. Et 2 ou 3 fois comme ça, j'ai essayé d'acheter. Ce jour-là, j'étais pas dedans. Je n'ai pas joué le short de l'Open Drive. Il y a des jours comme ça, hein, on ne sait pas pourquoi, on fait des conneries. Mais par contre, j'ai réussi donc à trouver enfin le point où les institutionnels se sont présentés et j'ai réussi à l'acheter ce point. Sauf que moi, j'ai capitulé dans ma tête, j'en avais marre, j'ai été stoppé et puis j'ai fini par arrêter. Bon, voilà. Dommage parce qu'après, le scénario s'est confirmé. Par contre, hier, on a eu une Open Drive haussière, nickel, c'était acheteur, gap up, le volume acheteur était là, on a acheté, on a fait notre scalp acheteur et on est sorti très vite et c'était terminé. Et après, tout le reste de la journée, on a vu cette défense tout en haut et c'était facile de shorter aussi tout en haut. Alors, sous le prisme du footprint maintenant, la journée d'hier, vous voyez, quels sont les outils qui peuvent vous aider aussi? Donc ça, c'est un footprint en point et figure où vous pouvez le mettre aussi en reversal, en 4 ticks reversal. Vous voyez, ici c'est l'open cache, ok. On voit dès l'ouverture ce gros delta là, qui monte, ce gros delta acheteur qui monte. Vous voyez, dans la bougie, tout ce qui s'imprime en bleu, ce sont des ordres market 5 fois supérieurs aux ordres market vendeurs qu'il y a en dessous. Hein. Là, ça se lit en diagonale, hein. Vous avez les ordres de vente ici, en bas, à gauche, et au-dessus, en haut, à droite, c'est les ordres d'achat au marché. Tout ce qui s'imprime en bleu ou en rouge, c'est 5 fois supérieur à ce qu'il y a en face en diagonale. D'accord? Donc là, c'est extrêmement acheteur. Il y a beaucoup de bleus. Ici, il y a 4200 bleus, 1784. On est très, très acheteur. Vous voyez, moi, je suis rentré à l'achat ici. Il y a mes 2 petites flèches. Il y a mon trade là. On a eu cet open et tout de suite, vous voyez, on le voit dans le delta ici en bas. On le voit dans le footprint ici. Les acheteurs sont très agressifs. Et on est en train de casser le haut de la veille. D'accord? Donc moi je suis rentré à l'achat, ceux qui étaient dans la room aussi, on a fait un long quoi, et je suis sorti ici. Voilà. Après c'est un balance short, donc là c'est des vendeurs qui commencent à revenir, il y a une petite pause, donc je suis sorti là. Et j'en ai refait un autre long ici, hein, parce que comme on est dans une open drive, que l'open drive fait une petite pause, et ben, ça s'appelle un petit pullback, le pullback de l'open drive, on achète ce pullback. Et voilà, j'ai acheté ici et je suis ressorti quelques ticks plus haut. J'ai fait deux scalps ce jour-là, c'était hier, grâce à cet open drive. Dans Bookmap, ça a donné ça. Il est 15h30, bam! On va même pas chercher à comprendre ce qui se passe en bas. Direct, on monte. Regardez tous ces acheteurs. Vous voyez là, il y a ma petite flèche jaune, je suis rentré ici à l'achat. Et je suis sorti ici. Et vous voyez le volume profile sur la gauche, succession de balance, imbalance, balance, imbalance, tout ça. Et ça, cette structure du market profile, ça nous confirme qu'on est vraiment en train de vivre une open très très directionnelle. Le footprint de jeudi, pareil, l'ouverture c'est ici, direct, vous voyez il y a du rouge là, on voit les vendeurs. Direct les vendeurs sont là, bam. On remonte un peu, on se cogne VWAP Globex, là le trait violet c'est VWAP Globex, les vendeurs reviennent. Regardez ça, ici. Là. Et bam, ça descend. C'est extrêmement vendeur. On le voit dès l'ouverture dans les deltas aussi, en bas. Il n'y a que du rouge.
D'accord? Là, on avait donc une Open Drive baissière. Ce jour-là, l'Open, il fallait la shorter. Dans Bookmap, ça donne ça. Jeudi, c'était ça. Boum, ouverture, et tout de suite, on descend. Pouf, paf, beaucoup de vendeurs. C'est ça l'intérêt de Bookmap aussi, c'est qu'on voit énormément, on voit très bien les gros volumes dots, là, rouge et vert, c'est comme le tape, hein, c'est les ordres de marché, vendeurs, acheteurs. Alors là, c'est une photo, mais quand vous êtes en temps réel devant Bookmap, c'est beaucoup plus parlant, d'accord? On voit les gros ordres qui rentrent, on voit les niveaux qui cassent facilement, d'accord? On est dans une Open Drive baissière. Slide suivant. Alors ça, c'est l'exemple dont j'ai commencé à parler tout à l'heure sur le Bund, hein, avec le changement de paradigme. On était haussier, on a retracé, et là, on est en train de redevenir haussier. Donc, ça, c'était hier matin. C'est le trade que j'ai pris hier matin sur le Bund. Donc, comme je vous ai expliqué, mon scénario privilégié, chercher un point d'achat et acheter. Parce qu'on est en train, le contexte marché que j'ai fait et la structure du marché que le market profile me donne, ça me dit qu'on est en train de repasser haussier. Donc, moi, à l'open, je vais observer mon price action, je vais observer mon market profile, je vais observer mon carnet d'ordre, mon tape, je vais observer mes volumes. Et si jamais on est dans une open de type open drive ou open test drive, eh bien, je rentrerai à l'achat dans le sens de cet open, évidemment. Si c'est vendeur, je ne vais pas acheter. Hein. Le slide suivant, j'ai zoomé un petit peu plus. Vous voyez, je vais prendre mon stylo. Ça marche, oui, c'est bon. Donc, on est, il y a ce changement de paradigme là, d'accord? Ok? Avec cette bougie là qui commence vraiment à faire un POC plus haut que cela. Ensuite, il y a ce profil avec un POC encore un peu plus haut. Ok. Et là, c'est l'ouverture vendredi matin. On ouvre ici. On teste les bas de marché de la veille et on teste cette espèce de bas de fair value là, autour de ce POC. D'accord? On vient faire ce test et tout de suite, on a réintégré, vous voyez, la value area de la veille, elle est là, d'accord? On a réintégré la value area de la veille. On est revenu tester cette value area et on est reparti, d'accord? Donc là, Thierry, il peut vous parler peut-être un petit peu de ce type d'open, de ce type de réintégration. C'est très classique. Tu vois. Non, en fait, je vais pas pouvoir. Bon, c'est pas grave, je vais le faire. Ouais, vas-y, je te laisse le faire. Ouais. Il y a un petit souci là. Ah bon, pardon. Alors c'est assez classique. Si on réintègre la value area de la veille, d'accord, et que en plus on fait un retest de cette value area, en général, on a comme objectif le POC de la veille et en deuxième objectif la value area haute de la veille. Quand c'est à l'achat, c'est un setup assez classique. Donc on ouvre en bas, on teste les bas de marché, on teste cette bulle ici, ce pic. Le test est positif, ça relance, on réintègre la value area de la veille, on fait un test, ça marche et ça remonte. Premier objectif, le POC. Deuxième objectif, la value area haute. On est dans une open drive ou test drive parce qu'on vient faire un petit test. Hein. Donc on achète tout de suite. Certains achèteront seulement au retest de la réintégration de la zone de valeur parce qu'ils sont plus prudents. Dans tous les cas, le scénario, la stratégie numéro 1, c'est l'achat. Alors attends, excuse-moi, juste 30 secondes, c'est bon, j'ai réglé mon truc là. Si tu veux, je peux donner vite fait un exemple ou deux de comment, suivant comment on est, suivant où est-ce qu'on ouvre, les niveaux qu'il faut chercher. Si tu veux, je finis avec cette slide-là, c'est ce que je viens de dire en fait. Hein. Vous voyez, donc c'est chez Zoomé, hein, on a le petit A-print orange, on ouvre, on vient faire le test, on drive, on réintègre donc la value area de la veille en plus, on vient retester ici cette value area de la veille, et ça repart. On a notre premier TP au POC et notre deuxième TP à la VH. Voilà. Vas-y, tu peux. Je voudrais finir avec cet open. Je monte dans Bookmap ce qui s'est passé. Ouais. Là, là, c'est 8 heures.
Et là, c'est 9 heures. Sur le Bund, l'open, c'est de 9 heures à 10h30. Hein. On prend les 70 à 90 premières minutes de la session cash. De 8 heures à 9 heures, c'est l'ouverture du contrat futur. On le regarde, hein. L'Open Drive, elle a commencé dès 8 heures. On pouvait entrer dès 8 heures, mais on peut le faire, il n'y a pas de problème. Mais moi, ce jour-là, j'ai attendu l'ouverture de Londres, j'ai attendu 9 heures, l'ouverture de la session cash. Vous voyez? Et il y a mon petit rectangle jaune, là, d'achat, j'ai acheté ici, parce que à 9 heures, justement, on avait déjà réintégré la zone de valeur de la veille, et on était en train de le retester, la zone basse. J'ai acheté, ici, ça a tergiversé, on est monté jusque là, et je suis sorti, moi je suis sorti là. En fait, ici, c'est le POC. C'est ce que je vous disais, c'est le premier objectif. Voilà. Je finis avec ce trade-là, et après je te passe la parole. Voilà, Ouais. c'est au moment où je suis rentré. C'est la photo en temps réel de mon trade. On était, le profile, voilà, il était comme ça. On avait réintégré, on avait retesté, et on était en train de repartir. J'ai acheté ici, 163,68, ici. D'accord? Il y a mon petit trait jaune. En plus, bon, il y a eu. Donc, pourquoi j'ai acheté? Parce qu'on était dans une open test drive, qu'on avait refusé d'étendre la balance de la veille, puisqu'on l'avait réintégré, qu'on l'avait retesté cette value à basse. Donc moi, en plus de ça, dans mon carnet d'ordre, dans Bookmap, ici, j'ai vu que les vendeurs n'arrivaient plus à passer. Ils étaient absorbés, il y avait une absorption des ventes au marché. D'accord? Qu'on envoyait beaucoup de liquidités à chaque fois. Il y avait de la recharge au niveau des ordres limites à l'achat à chaque fois. On le voit d'ailleurs ici, au moment où j'ai pris la photo, il y a 638 contrats ici qui sont balancés, d'accord? Avec un petit trait au milieu, ça veut dire que tout ce qui est pris là, c'est un seul acteur de marché qui le prend. Donc c'est un gros acteur. Il n'y a que les gros acteurs qui peuvent mettre 300 contrats comme ça sur le boom, d'accord? Les moyens acteurs, on va dire. Donc moi, j'ai acheté à ce moment-là, d'accord? Et je suis sorti, donc comme je vous ai dit, au POC, après, ici. Et vous voyez dans cette structure, regardez, là on a une queue cachée. Le profil est en train de se dessiner et il nous montre au niveau de sa structure qu'on n'est vraiment pas du tout vendeur, qu'on est acheteur et qu'en plus on a une queue ici, une queue rétroactive, une queue d'initiative à l'achat quand on vient retester cette value à basse et cette clôture aussi, la petite flèche rouge, c'est la clôture de la veille. Vous voyez, la structure du market profile aussi est d'une grande aide. Vas-y Thierry. Ouais. Alors, je vais vous donner un petit truc. Donc ça, en tout cas pour ceux qui ne connaissent pas, bien évidemment, je vous conseille de le marquer, ce que je vais vous dire, parce que ça vous servira, vous l'observerez. Je vais vous donner un exemple d'éventuelles prises de position, enfin en tout cas de setup à respecter à la vente et un à l'achat. Je vais vous donner le plus pertinent, on va dire, parce qu'il y en a d'autres. Donc c'est une théorie, on est bien d'accord, mais vous l'observerez, vous le regarderez et vous verrez. Quand on est en tendance, alors quand je dis en tendance, ça peut être un mouvement de quelques jours, pas forcément une tendance de plusieurs semaines ou mois, bien évidemment. Donc, mais quand on est en tendance ou en mouvement baissier, si l'ouverture se fait sous le POC, au-dessus de la VH, alors là c'est l'exemple. Évidemment, si ça ouvre en dessous encore, c'est encore plus pertinent. Mais là, on va dire, on parle du truc théorique. Donc, si on ouvre sous le POC et au-dessus de la VH, la vente se fera, vous pouvez rechercher la VH de la journée d'avant. On parle toujours de la journée d'avant. Quand je parle POC, VH, là, c'est jour d'avant. D'accord? Donc, POC, attendez que je dis pas de bêtises par contre, parce qu'entre les inférieurs et les supérieurs. Tu t'en mets des pinceaux. Non, pardon, je recommence. Tendance baissière. Ouais, Au-dessus du POC, excusez-moi, au-dessus du POC, mais en dessous la VH, il y a une vente qui pourra se faire sur la VH de la veille. D'accord? Ça, c'est le premier exemple. Et en tendance haussière, si on ouvre en dessous du POC, mais au-dessus de la VAL, merci. Ouais, ce sera un achat sur la zone de valeur basse de la veille. C'est exactement ce trade d'hier. Ça, c'est un exemple. Marquez-le parce que c'est important et vous verrez qu'il se vérifie souvent. Donc, c'est voilà. Alors, évidemment,
Le scénario idéal, c'est quand on est en tendance haussière et qu'on ouvre au-dessus de la VAH, donc de la veille. Bien évidemment, ce sera un achat quand on va retoucher soit la VAH ou un petit peu plus bas sur le POC. Voilà. Et pareil, Ouais, contrairement à sur une tendance baissière. c'est ça, ça revient à dire, c'est exactement est-ce qu'on ouvre dans la balance de la veille ou dans la balance des derniers jours ou des dernières semaines, ou est-ce qu'on est en train dès l'ouverture de l'étendre. C'est le contexte, quoi. Voilà, ça, Et c'est super facile en on plus. appuie ce, C'est on super appuie ce facile à repérer. contexte, on appuie à ce contexte, on rajoute le price action et l'order flow pour savoir si on entre ou pas et dans quel sens on entre ou pas. Et donc ce que tu disais, ça c'est l'exemple exactement de ce qui s'est passé hier matin sur le Bund. Hein. Alors la théorie, ce que tu viens de citer, la réalité parfois est un peu différente, c'est jamais parfait et précis comme dans la théorie, mais il faut garder à l'esprit que c'est ça, on est quand même bien dans le modèle théorique de base. On ouvre, alors on a ouvert en dessous le POC de la veille, mais on n'a pas ouvert à l'intérieur du POC de la veille et de la value arrêt à base de la veille. Mais bon, on a quand même réintégré, et cet acte de réintégrer cette value arrêt à basse, cette value arrêt à entière de la veille, et de venir la retester, et au moment du retest, de faire une petite queue d'achat, et de faire, alors la queue d'achat dans le market profile, dans le carnet ou dans Bookmap, c'est ces choses-là, c'est ces réjections que l'on voit comme ça. Le fait de faire ça, ça prouve qu'on est vraiment haussier à ce moment-là, et on peut avoir comme premier objectif le POC de la veille, et en deuxième objectif, la value area haute. C'est ce que j'ai fait, c'est du classique, hein, c'est vraiment pas compliqué. Il ne faut pas se poser les 30 000 questions. Surtout, c'est ça, surtout. Il ne faut pas se poser 30 000 questions. Ça, c'est la même chose, mais avec un graphique en bougie et le volume profile sur la droite. C'est comme je vous disais hein, tout à l'heure, quand on a une structure, une open haussière, bon là, on a ces bulles, ces creux, ces bulles, ces creux, d'accord, qui se succèdent. Ok. On voit aussi que le VWAP est un point très important pour le marché. C'est cette ligne rouge là, car à chaque fois qu'on vient le retester, ça renvoie. Tac, 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 tac. Et ça, c'est toujours à base de volume. Le VWAP, c'est le volume, le temps, c'est tout. C'est tout ce qui est à base de volume, c'est ce qui est plus pertinent pour trader les prix. Selon nous, selon nous. Il y a le footprint, c'est le même trade, mais sous le prisme du footprint. Vous avez cet open là. Alors vous voyez, tout ce qui est vert et tout ce qui est rouge, c'est ce qui est 2, 3 ou 4 fois plus agressif. D'accord. Donc là, on a des acheteurs qui sont très agressifs, on le voit dès l'ouverture. Les vendeurs essayent de rentrer, mais ils sont tout de suite supplantés par les acheteurs. Donc qui est plus agressif là? Le footprint, il nous montre parfaitement qui est plus agressif. Les vendeurs ont tenté de l'être, mais ils se sont fait complètement déborder tout de suite. Donc c'est les acheteurs qui sont agressifs. Et ça se confirme après, on voit dans les bougies, il y a énormément d'acheteurs. Et sur les retracements, au moment où on vient faire ce retest de la value area basse de la veille, il y a les acheteurs, ici vous voyez, qui se présentent et qui sont extrêmement agressifs, en tous les cas beaucoup plus agressifs que les vendeurs. Les vendeurs capitulent un petit peu, si vous voulez, et ça repart. C'est ici, moi, que j'ai pris mon trade. Les deltas, en dessous, vous renseignent aussi, c'est la même chose. Vous voyez, c'est dès l'ouverture, les deltas sont verts, il n'y a pas de rouge. Ok? C'est vert, 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 vert. Il y a un petit rouge ici de rien du tout sur ce retracement, et après ça repart vert direct. Donc ça aussi, c'est un des outils que vous pouvez utiliser pour identifier si on est acheteur ou vendeur et si on a un flow important, institutionnel, qui rentre ou pas. Ça, c'est un autre exemple sur les T-Notes, sur le 10 ans US, c'est les taux US. Hein. C'est pareil, c'est hier, c'est vendredi. Sur les T-Notes, on est dans cette balance depuis plusieurs jours. Elle est clairement identifiée. Il y a le bas, alors il y a ce profil par an, moi j'appelle ça un profil par an, comme une bougie mère. Hein. Et depuis qu'on a fait cette bougie mère, on balance dedans. Tac, 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 tac. Quand on vient mettre en danger le bas,
ça rejette. Quand on vient mettre en danger le haut, ça rejette. Il y a une défense. Jusqu'au jour où on étendra, d'accord? Mais pour l'instant, les open qui se présentent sur les hauts et les bas de cette fair value, si on voit une défense institutionnelle, on rentre avec eux. Si on voit que la fair value est étendue et que les institutionnels sont en train d'être obligés de se hedger et de rentrer fortement dans le marché, on se met dans leur sens. D'accord? C'est tout le propos du webinaire depuis le début. Là, en l'occurrence, on a ouvert ici, on est venu faire le test du haut de la fair value, le test du haut de la balance, il a rejeté, et après toute la journée, ça a dégringolé jusqu'en bas de la page. Donc là, on avait une open, test, drive, baissière. D'accord? Ça, c'était sur les keynotes. Je vous le montre en 3 minutes. Sur un graphique en 3 minutes, ça donne ça. Avec les deltas en dessous, les volumes en dessous. Donc les T-Notes, ils ouvrent à 14h20. La session cash des T-Notes, c'est 14h20 et la clôture, c'est 21h. C'est différent du SP et du OIM et du Nasdaq. Donc il est 14h20 ici, on ouvre, d'accord? On vient chercher le haut de la, on vient tester le haut de la balance. Et ce test, il est très important parce que le marché vient tester ce point de référence pour voir s'il provoque un intérêt ou un désintérêt. C'est-à-dire que est-ce que ce point va provoquer un intérêt de la part des vendeurs ou est-ce qu'il va être attaqué par les acheteurs pour étendre le range? C'est un test du marché. Et si le test est probant, si ça rejette, on se trouve dans une open test drive baissière. Avec les deltas ici, au moment du retest du haut de la fair value, ce petit delta noir, on fait un plus haut sur les prix, mais on diverge au niveau des deltas. Et vous voyez la value area de la veille, ici, en bleu, VAH de la veille, POC de la veille, VAL de la veille. TPO, un market profile. Et là, la value area profil volume de la veille. Vous voyez qu'on vient tester le haut. Et qu'ensuite, on rejette et on étend le range de la veille. Et au moment où on étend le range de la veille, alors il y a deux choses à avoir sur ce graphique. La défense, ici, par les gros intervenants, personne d'autre ne peut défendre un niveau comme ça, il n'y a que eux. Et ensuite, il y a l'extension du range de la veille ici. C'est deux choses très importantes à bien voir en temps réel. C'est deux choses qui font qu'on est short tout au long de l'open. Sous le prisme du market profile, c'est la même chose. On ouvre ici, à gauche. Tout de suite, on vient tester le haut de la fair value. Il y a des vendeurs qui rentrent tout de suite. Et ça dégringole. En bas, vous avez le cumulatif delta. On voit très bien qu'au moment où on fait des hauts au niveau de la fair value tout en haut, les deltas sont plats et les trocs à 2 grammes plats. Il n'y a aucun acheteur. D'accord? Donc ça, c'est une information aussi en plus. C'est aussi un outil que vous pouvez utiliser, le cumulatif delta. Dans Bookmap, ça donne ça. C'est encore plus clair, moi, je trouve. Et en temps réel, c'est encore plus clair. On vient tester, rejet puissant. Hein. Les acheteurs ici, ils n'ont pas réussi à passer au-dessus. Les vendeurs sont rentrés. Et hop, ils redépassent le moment de l'open par le bas. Et ça continue. Et il y a très peu de retracement, très peu d'overlap, énormément d'agression à la vente. Et toute l'open est baissière. Et ce volume profile très étiré avec cette succession de balance à balance qui est typique. Ça, c'est sur le 30 ans. Pareil, hein, même jour. Sur le 30 ans, le range est plus grand, mais c'est la même chose. Là, les acheteurs viennent tester, ils tentent de casser, ils n'y arrivent pas. Les vendeurs rentrent derrière, on le voit très bien dans ce volume DOTS, ça rejette, et boum. Après, on voit très bien qui agresse qui. Il n'y a plus du tout de doute sur quel sens privilégier dans notre trading. Et ce volume profile, avec ces successions de volumes, de bulles, de creux, de bulles, de creux, de bulles, de creux.
C'est plutôt flagrant, je ne sais pas ce que vous en pensez quand même. Voilà. Donc, c'était un webinaire que nous voulions court. C'était un webinaire 1h40 quand même. où on voulait vous montrer la façon dont on appréhende le trading du côté pratique, et on voulait zoomer sur les outils et on voulait zoomer sur les open, parce que c'est le moment de la journée, je l'ai expliqué au début, où il y a le plus de volume et où on fait des ranges assez importants, et c'est le moment où on peut quantifier et où on peut analyser ces volumes et ce price action le plus facilement et le plus efficacement possible. C'est pour ça que c'est très intéressant de trader ces open, quel que soit le marché. Sur les monnaies, on aura une session asiatique, une session européenne et une session US. Sur les monnaies, l'open européenne, ça va être à 9 h. L'open US, ça va être à 15h30. D'accord? Sur les monnaies, c'est ça. Sur les taux européens, c'est 9 h. Sur les taux US, c'est 14h20. Sur les indices US, c'est 15h30. Sur les indices européens, c'est 9 h. OK? Donc, et puis après, c'est 1 heure, 1 heure et demie, des fois 2 heures, pendant 2 heures. Donc voilà, on voulait pas dévoiler tout, parce que par respect pour ceux qui ont payé notre formation, à qui on a expliqué les choses très en détail et où on a montré tous les scénarios qui pouvaient se présenter, mais vraiment tout. Mais on voulait quand même dire des choses, le plus de choses possible, pour vous mettre sur les bonnes pistes. J'espère que vous avez appris des choses. Et si ça sonne bien à vos oreilles, on va se faire notre petite pub quand même, parce Attends, que c'est normal. juste 30 secondes avant que tu attaques sur ça, tu peux rester sur le slide, mais il y a quand même quelques questions que je voudrais te faire passer. J'ai répondu à la plupart là, donc je vais pas les reposer celles-là, mais j'en ai gardé quelques-unes pour toi, donc comme ça je vais te les poser. Vas-y. Alors tu as Maxime qui demande, avec ce type d'open, donc Open Drive, on peut penser qu'on a affaire à des acteurs long terme. Qu'est-ce que donc c'est point d'interrogation. Ben, ça dépend du contexte. Oui, c'est ce que je te disais. Si on a une Open Drive si on a une Open qui vient se cogner un niveau de référence important par rapport à la fair value du moment, si jamais ce point de référence est le dernier, si c'est un niveau intermédiaire, ou que ce soit un niveau intermédiaire ou le dernier, le bord du gouffre, comme j'appelle, et que on a de gros volumes qui interviennent à cet endroit-là, évidemment, oui, c'est l'empreinte laissée par les institutionnels, ils défendent cette balance. Parce que, comme je l'expliquais, tant qu'ils sont dans une fair value et qu'ils ont implémenté, ils ont implémenté des stratégies au jour le jour et même sur des semaines et des mois et des années par rapport aux fair value successives. Mais tant qu'ils sont dedans, il n'y a pas de souci, ils n'ont pas besoin de réévaluer leur stratégie. Mais si on étend la fair value, ils sont obligés de revoir leur stratégie, ils sont obligés de commencer à se hedger ou de faire. Et là, c'est à ce moment-là, au moment où on attaque ces points d'inflexion, ou au moment où ces points d'inflexion sont violentés, si tu veux, c'est là qu'on surveille s'ils sont bien défendus ou si ça réussit à passer et que les institutionnels n'ont pas réussi à défendre et que par contre, là, ils sont en train de rentrer également de toute façon pour se hedger contre le risque directionnel qui est en train de se produire. Donc dans un premier temps, on surveille le flot institutionnel défensif, et si jamais ils n'arrivent pas à défendre le niveau, on surveille si on est en train d'étendre le range, s'ils sont en train de rentrer directionnellement et on rentre dans leur sens. On surveille toujours, ça fait partie des 3 points de notre travail, c'est le 3e point. Le 2e point, c'est est-ce que le volume institutionnel est en train de défendre, est-ce qu'il est là? Est-ce que le volume institutionnel est là? Est-ce que les gros intervenants sont en train de traiter alors qu'ils n'en sont pas obligés? S'ils le font, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'on est sur un point important. Et ce volume institutionnel, de quel côté il est en train de se diriger? Est-ce qu'il est plutôt en responsive, en termes de réponse, de défense passive, ou est-ce qu'il est plutôt en termes d'initiative, en train de se hedger et de faire partir les prix assez fort dans un sens, et on se mettra dans leur sens? Merci, c'est voilà sympa. en gros pour résumer.
Ça roule. Donc voilà, j'espère que ça répond à ta question. Sylvie demandait si tout à l'heure, ton graphe avant le ZB, si c'est le ZN. Le ZN. Alors, Le ici, dernier, c'est ouais. Donc là, tu as le ZN, ici, voilà. Ça, c'est le ZN et donc après, tu as le ZB. Ok. le ZN, c'est le 10 ans et le ZB, c'est le 30 ans. Ok, nickel. Ensuite, alors, il y avait une question par contre intéressante là que tu pourras répondre, parce que moi je ne peux pas y répondre, bien évidemment. Ouais. Où est-ce qu'elle est? Parce que là c'était sur le. Ah, voilà. Je suis spécialisé, donc une question de Gled. Je suis spécialisé sur le marché de l'énergie. Peut-on utiliser les market internals Oui. pour le crude, le Brent, le sweet? Ah, alors non, les market internals, je les utilise uniquement pour le trader le SP ou les indices US. Mais il est évident qu'il y a une relation intermarché entre les indices et les matières premières comme l'or et le pétrole. Mais franchement, non, les market internals, c'est spécifique aux indices Ouais. US. Alors, et comme ceux qui nous demandaient tout à l'heure sur le DAX, alors par contre, je peux dire, donc pour le DAX, le matin, non, c'est compliqué, il n'y a pas de market internal, à ma connaissance en tout cas. Par contre, Non, pour non, il n'y en a pas, l'après-midi, non. vous pouvez vous servir évidemment des market internal US, puisque ce sont les US quand même qui vont diriger la plupart du temps. Le market internal de la session européenne sur les indices européens ou sur le Bund, ça, c'est les volumes, hein, c'est le tape. Ouais, En ouais. gros, c'est ce que disait Kevin Todd il y a quelques années, hein. Alors, au sujet des niveaux statiques, jusqu'à quel historique remonter en market profile, volume profile? 5 jours, semaine, mois. Ben ça, C'est une année. ça fait partie du contexte du marché que tu fais tous les jours. Tu repères tes macro-balances, tes micro-balances. Il y a des balances qui durent depuis des semaines, des mois, et puis il y a les plus récentes qui durent depuis quelques jours. Et puis donc tu as des niveaux intermédiaires, puis et puis tu as des points durs qui sont un peu plus éloignés. Voilà. C'est le slide, c'est ce slide-là. Attends, en gros, c'est ça, c'est ce slide-là. C'est ce que je Ah, où est-ce qu'il est? Voilà, tu vois, là, on a une balance qui dure depuis plusieurs semaines, mais à l'intérieur de cette balance, il y a aussi des balances plus petites, d'accord? Donc, il y a des points durs aux extrêmes, et puis il y a des points intermédiaires au niveau à peu près, c'est autour du POC, en général, on applique une standard déviation de je ne sais plus combien, c'est 0,68 dB brouettes, hein, enfin 0,7 on va dire. Tu vois, donc il y a des points durs aux extrêmes et puis il y a des niveaux, il y a des points intermédiaires. Ok. Ensuite, question de Pascal. Est-ce que votre formation peut être appliquée au DAX? Ah oui, ben l'open du DAX, c'est comme l'open de l'Eurostox, hein, ou du Bund, hein, c'est pareil. Alors le DAX, il est différent parce que il est plus en termes de range et en termes de volatilité, d'accord? Mais il répond extrêmement bien au niveau market profile et au niveau volume profile. Et le DAX, on peut même Très le très bien. trader d'une manière un peu différente, comme chez moi. Tu peux faire beaucoup de contrariens aussi, mais au niveau des Open, c'est pareil. Sauf que le DAX, il aura plus de profondeur, plus de drawdown. Il ne faut pas se laisser impressionner, c'est normal. Mais oui, de toute façon, la Donc, comme formation je complète, disais, c'est une formation carnet d'ordre et tout, sur tous les outils qu'on utilise, donc soit pour le moi, je DAX ou vais, autre chose, tu ça sais, marche. Thierry, pour mon problème personnel, là, je vais être obligé d'écourter. D'accord. De toute façon, là, ça fait déjà bien 1 heure et demie et il faut manger et tout. Donc, Presque il deux y heures. avait encore une question ou deux, non? Ouais, faites-vous Ou- une distinction entre un open dans le range de la veille et un open dans la zone de la veille? Ben, c'est à peu près la même chose, hein. La zone, c'est les La zones zone de de, la, c'est la zone de valeur, je suppose. la zone de valeur de la veille ou le range de la veille, c'est pour nous, Ouais. c'est à peu près la même chose. C'est toujours une question de contexte. C'est ce que je te disais, c'est ce que je disais précédemment. Faut le range entre le haut et le bas ou la zone de valeur market profile, oui, on fait une distinction, mais c'est quand même la même chose. Parce que si on commence à étendre la zone de valeur et qu'on va attaquer le haut ou le bas, bah, la- il va y avoir des réponses au niveau de la zone de valeur. Si on arrive à passer la zone de valeur haute, par exemple, dans un mouvement haussier, dans une open haussière, si la zone de valeur haute est mal défendue et qu'on arrive à passer et qu'on va attaquer le haut de la veille, c'est pareil, il y aura une réponse sur le haut de la veille au départ. Donc oui, on tient compte de la zone de valeur market profile, volume profile, mais on tient compte aussi de la zone de valeur donnée par le price action qui sont le haut et le bas. Oui, bien entendu.
Ok, alors par contre pour tout le monde, parce qu'il y avait plusieurs questions sur plusieurs personnes qui posent la même question. Donc oui, le webinaire est enregistré. Vous le retrouverez sur le site évidemment et sur nos chaînes YouTube respectives, celle de Jean-Marc et la mienne, bien évidemment. Voilà. Alors attends, il y en a encore une par contre, elle ne bouge pas. Oui, ça c'est à peu près la même chose, donc je vais pas en reparler. Si on regarde, bon, ça c'est pas, on va pas revenir dessus. Tac, tac, tac. Votre vision sur Bah, vous les pourrez. indices pour l'année 2017. Non, 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 on Nous fait on pas de fait pas, ça. on n'est pas devin nous. Boule de cristal, c'est pas possible. Voilà, et quand vous regardez tous Non, les analystes, de toute façon la plupart du temps ils disent que des conneries, donc c'est même pas la peine. Et voilà. c'est pas possible de savoir. C'est impossible. Non, non, non. Bah, sinon, vous poserez vos questions sous la vidéo dans les commentaires sur YouTube, hein. Ouais, ou Bon, envoyez-nous parce un que, mail, vous avez nos coordonnées, vous nous envoyez un petit mail et tout si vous avez bah, d'autres questions justement, ouais, concernant notre webinaire. je vais finir par ça, Vas-y. hein. Donc, on fait des webinaires gratuits, on en refera, mais évidemment, on fait aussi notre petite pub, mais ça va pas durer longtemps. Vous savez qu'on fait sur cette méthode de trading, cette façon de trader, vous savez qu'on forme les gens. La prochaine, c'est les 22 et les 23 février. Il y en a une aussi pour les débutants, c'est-à-dire ceux vraiment qui n'ont jamais entendu parler de tout ça, le 8 et 9 mars. Ou qui ne maîtrisent pas. Oui, ça sera dans la nouvelle salle des marchés de Crescendo parce qu'ils viennent d'en changer. Ça, c'est dans le 8e, non, c'est ça? Ouais, c'est ça, dans le Bref. 8e. Et en plus de cette formation présentielle de 2 jours, où on est sur on fait de la théorie et on fait des pratiques sur des PC, en post-formation, il y a du contenu vidéo privé à vie. Il y a plus de 80 vidéos, et plus les vidéos que je fais régulièrement, qui viennent auxquelles vous avez accès aussi, les vidéos que je fais régulièrement privées pour les gens qui ont fait la formation, et bien ceux qui n'ont pas encore fait la formation ou qui font la formation, qui vont la faire, ils ont accès aussi à ça. Donc à vie, il y a toutes ces vidéos privées que je fais. Le suivi à vie post-formation gratuit, hein, sur Skype, par mail, sur le chat. L'accès à la chat room de trading, hein, gratuite pendant 6 mois et le forum gratuit pendant 6 mois. Voilà. C'est 800 € avec un paiement 2 fois possible pour la session de février parce qu'on est encore assez éloigné de la session, donc on peut encore faire un paiement en 2 fois si vous voulez. Et voilà. Voilà, donc Alors, ça je voulais faire rapidement. S'il y en a qui se posent des questions, qui ne nous connaissent pas évidemment, qui se posent des questions, il y en a déjà qui ont fait la formation, qui sont même ici là aujourd'hui, et qui ont, il y a un livre d'or sur le site. Donc vous allez sur le site tradingmarketprofile.com, vous descendez, dans le menu vous avez au livre d'or, donc vous cliquez sur le livre d'or et là vous allez voir les commentaires de ceux qui ont déjà fait cette formation. Je vais le montrer. Voilà, je vais le montrer. Okay. Juste les emails de contact pour ceux qui sont intéressés. Ouais. Il y a, si vous voulez nous contacter, voilà. Vous allez, quand vous serez sur le site aussi, au tout début du site, une fois que vous êtes rentré dedans, dans la partie news, vous allez voir qu'aussi il y a un widget bookmap et vous pouvez demander maintenant une démo. Tu vas le montrer aussi. Hein. Voilà, vous pouvez demander une démo live. Juste fini avec ça. Donc le mien, trader6752@gmail.com ou thleg, celui de Thierry, 82@gmail.com. Et ce dont parle Thierry, vous pouvez vous abonner à une newsletter gratuite, vous pouvez avoir un widget gratuit de bookmap. Je vais aller sur son site, vous allez voir, quand on ouvre son site, tradingmarketprofile.com, on va sur la page d'accueil du site et tout de suite ça apparaît. Alors il est assez long à charger parce qu'il y a beaucoup de contenu et puis que moi j'ai pas une bonne connexion aujourd'hui parce que par chez moi il fait pas beau. Donc ça va prendre un petit peu de temps mais pas trop. Hein. Voilà, quand vous arrivez sur le site, ça charge encore, hein. Attendez, c'est pas fini. Vous allez avoir une petite fenêtre qui va s'ouvrir pour vous abonner à la newsletter. Voilà, celle-ci, inscrivez-vous à une newsletter gratuite pour rester informé sur les nouveaux événements, les webinaires gratuits, les trucs, hein, machin. Et plus bas, vous avez un petit widget bookmap que vous pouvez télécharger gratuitement. Non, alors non, c'est pas un widget que vous téléchargez. Non, en fait, il faudra que vous cliquiez, parce que là, ça ne fonctionne pas, Jean-Marc, mais normalement, ça fonctionne pour tout le monde, enfin, sauf s'ils ont des problèmes de leur côté. Vous cliquez sur la petite barre bleue en haut où c'est marqué Get Bookmap Pro Live. Vous cliquez dessus, ça va vous amener sur le site de Bookmap. Vous allez pouvoir faire une demande pour avoir Bookmap en essai,
mais pas en replay, en live. Donc il vous faudra des flux, mais par contre vous pourrez avoir un essai gratuit à Bookmap en live pour le tester si vous le souhaitez. Voilà. Ouais, complètement gratuit et libre de tout engagement. Bien Voilà. sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, messieurs, moi je vous laisse. J'espère que ça vous a plu. Et on refera d'autres webinaires. Hein, on parlera d'autres sujets Ouais, pas importants de souci. dans le trading. Donc Il y a- passez un bon week-end à tous. Et puis si vous avez des questions, vous nous envoyez des mails, on y répondra, hein, même si c'est un peu en retard, mais là ça fait 2 heures le webinaire, donc voilà. Mais ça c'est Jean-Marc, on a l'habitude. et puis voilà. Donc passez un bon week-end et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao tout le monde. Au revoir.